tu veux, la petite histoire, c'est que Foodr, donc notre première startup avec mon associé, on l'a créé un an avant la fin de nos études. Donc en fait, la dernière année, je suis en alternance, mais je suis déjà en train de bosser sur ma startup qui à la base devait être juste un side project. Et tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'un téléphone et d'une connexion internet et tu peux faire des trucs extraordinaires. Bah moi j'ai investi, alors moi c'est justement aussi un des piliers de mon contenu, hein, c'est tout ce qui est investissement. J'ai investi énormément en crypto, beaucoup en bourse, un peu en start-up et en IMO. J'essaie de traiter ces 4 piliers-là. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Débrouillard. Je suis super content. Aujourd'hui, j'accueille euh, un invité qui répond complètement à l'intitulé de mon podcast, un débrouillard tout plein, 5 étoiles. Hugues Trijas, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est ça. Tu vas bien? Ouais, très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup de l'invitation. Ravi de partager ce moment avec toi et de venir répondre à toutes les questions et de pouvoir échanger sur ce format-là. Donc très, très content d'être là et je vais très bien. Je te retourne la question, est-ce que tu vas bien de ton côté? Bah super, hein? La forme, j'ai plein de sujets pour toi. On va parler de créateurs économiques, de TikTok, de Ouais. LinkedIn, un média sur lequel ça fait à peine 2 ans que tu t'es lancé, puis tu commences à tout péter petit à petit. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, mon cher Hugues, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Donc Hugues, 25 ans. Je suis né en Bretagne à Rennes, parce que les Bretons on est assez fiers, donc on aime bien le répéter. Mais aujourd'hui, je vis sur Montpellier. J'ai fait un cursus très rapide sur la partie école de commerce, en alternance. Parce que je trouve que c'est important de le souligner, ça permet d'acquérir une vision du boulot, de tout ce qui va autour du monde professionnel. D'ailleurs, c'est un choix très perso, mais je pense que l'alternance devrait être obligatoire tellement c'est enrichissant. Et en fait, à la suite, je me suis tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai lancé ma première startup qui s'appelait Fooder, qu'on a revendu avec mon associé un an après. Et après, j'ai lancé une agence de com spécialisée sur LinkedIn qui s'appelle Link. Et là, qui vient d'être rachetée par Kudak. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours sur cette partie LinkedIn que je développe sous la partie Kudak. Et à côté, je crée du contenu sur tous les réseaux sociaux qui peuvent exister sur cette planète. Et sinon, plutôt entrepreneur dans l'âme, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est entreprendre, créativité et surtout la liberté que je peux avoir au quotidien. Voilà pour la petite présentation. Yes. Limite, on ressent de l'artisanat dans ta façon d'aborder les médias sociaux, surtout avant, par exemple, que tu n'arrives sur LinkedIn. Tu avais déjà quand même roulé ta bosse au niveau de TikTok où tu as une communauté, je crois, un peu plus de 800 000 abonnés maintenant. Ouais, tout à fait. Alors sur TikTok, je me suis lancé après LinkedIn, mais c'est vrai que Ah, ça a ah pas ouais, mal, ouais, ça a pas mal explosé. En fait, je me suis lancé sur les réseaux sociaux en mars 2021. ok. Donc ça fait un an et demi et ouais, ça a pas mal explosé. Environ 2 millions de personnes qui me suivent au cumulé, mais 800 000 sur TikTok, ouais. Yes. Sur Instagram aussi, j'ai vu que tu as une grosse communauté, pas moins de 400 000 si je ne m'abuse. Ouais, Tout ça, 400 c'est 000, c'est ouais. au même moment que tu as lancé ces différents Ouais, canaux. ouais, ouais. Instagram, un mois plus tard que TikTok, mais en gros, c'est mars-avril 2021, quoi. Donc, il y a un an et demi. Yes. On va rentrer dans le détail de ces différents médias sociaux plus tard. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, justement, le choix de l'école de commerce et aussi ce point que tu as mentionné sur l'alternance, le fait que ça devrait être un must pour les prochaines générations. Euh, Qu'est-ce qui déjà a motivé le choix de ce fac que tu as choisi, école de commerce? Ouais, bah écoute, moi, c'était assez simple. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui savent pas trop quoi faire, etc. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. En fait, si tu veux, j'ai baigné dans une famille d'entrepreneurs, que ce soit mon père, ma mère, mon oncle, etc., Ils assez font quoi tes proches. parents? Moi, mon père, il est gestionnaire de patrimoine indépendant, donc finalement, il est à son compte, donc vision Mhm. entrepreneuriale. Et ma mère, elle a créé une maison d'assistante maternelle, donc pareil, un côté entrepreneurial aussi, même si ça allait un petit peu moins. Et avant, elle avait aussi une boîte dans l'artisanat, donc pareil, à plus petite échelle, mais ça reste de l'entrepreneuriat, donc vraiment une notion de liberté, travailler par soi-même et créer sa propre richesse.
Et donc, Mhm. en fait, depuis tout petit, je savais que je voulais entreprendre, j'adore ça, je savais pas juste comment l'exprimer. Et en fait, l'école de commerce, c'était un petit peu la suite logique à tout ça, pour apprendre les bases, on va dire, un petit peu de tout, et pas me fermer les portes et de m'ouvrir le plus de portes possible. Je savais pas spécialement si j'allais entreprendre tout de suite à la fin de l'école, à 30 ans, 35 ans. Franchement, c'était un peu indécis. Et ça s'est affiné au fur et à mesure des années. Et en fait, très rapidement, en arrivant là sur la fin du master, je me suis dit, j'avais un poste de dingue, hein, pourtant en alternance, et on m'a proposé un très beau CDI, mais je me suis dit, on n'a qu'une vie, one life, il faut pouvoir en profiter. Et en vrai, il faut que chaque instant, chaque minute, tu puisses en faire ce que toi, tu as décidé de faire. Et rien de mieux que l'entrepreneuriat pour ça, pour décider de son planning, de son agenda. Alors finalement, au final, je travaille beaucoup plus que quand j'étais salarié, hein. Mais je m'éclate. Il y a un feu intérieur. J'ai pas l'impression spécialement de travailler, mais je fais beaucoup d'heures. Yes. Et la propale que tu as eue, c'était avec la boîte où tu étais alternant. C'est Ouais. Sage, c'est ça? Non, c'est Use. Ah, J'étais d'accord. chez Use. C'est une boîte dans l'informatique, donc c'est un SaaS destiné entre guillemets à tous les métiers de comptabilité qui leur permettent de gagner du temps. Et donc là, j'étais là-bas, j'étais consultant. Donc en fait, si tu veux, j'avais des gens qui venaient en démo et je leur présentais l'outil, je gérais tous les process, j'avais mon portefeuille. Enfin, c'était vraiment passionnant, c'était un très bon poste. Je m'éclatais, la boîte elle explose absolument tout parce que quand je suis arrivé, j'étais le 50e dans la société. Aujourd'hui, ils sont plus de 400. Donc Voilà. en 3 ans là, donc ça a tout pété. Euh, donc voilà, non, je m'éclatais, j'aurais vraiment pu accepter cette proposition, mais j'ai fait le choix de faire une prise de risque au début. Mais d'un autre côté, c'est la prise de risque la moins risquée que j'aurais pu faire, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat à 23 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit maison, t'as pas trop de charges, t'as pas trop de stress. Donc même si tout foire, entre guillemets, t'as juste perdu du temps. Donc c'était pas bien méchant, quoi. Yes. Du coup, quand tu refuses la proposition, tu as déjà les idées claires sur ce que tu vas faire ou tu as un truc en parallèle que tu faisais déjà et dont tu avais besoin d'un peu plus de temps pour Ouais. développer? Ouais, bah en fait, si tu veux, la petite histoire, c'est que Fooder, donc notre première startup avec mon associé, on l'a créé un an avant la fin de nos études. Donc en fait, la dernière année, je suis en alternance, mais je suis déjà en train de bosser sur ma startup qui à la base devait être juste un side project, mais en fait qui s'est vachement développé. Il y a vachement eu d'engouement sur la dernière année d'alternance. C'est pour ça que j'ai fait le choix de aussi me lancer à 100% dans la startup, puisque j'avais des petites perspectives qui étaient intéressantes derrière et je me suis pas lancé en mode bon, bah demain. J'ai plus d'emploi, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Donc je me suis vraiment lancé avec Mhm. une idée, un concept qui était déjà établi. Et pour faire très simple, le concept, c'était donc dans la restauration. Moi, je travaillais entre Émargues et Montpellier, pour ceux qui connaissent. N'importe quoi, entre Nîmes et Montpellier, justement, à Émargues, pour ceux qui connaissent. Donc là-bas, Émargues, c'est une toute petite ville, mais tu as le siège mondial de Royal Canin, tu as Éminence. Enfin, en gros, t'as pas mal de boîtes. Donc tu es à 6 7 000 salariés, voire même plus maintenant, qui se retrouvent pour manger le midi. Et en fait, si tu veux, comme c'est une petite ville, t'as pas beaucoup de restaurants, t'en as 4 5, mais très vite, c'est tout le temps complet et tu fais même la queue pour récupérer ton plat que t'as pris à emporter. Et je me suis dit, c'est dingue parce qu'à cette époque-là, on est en 2019. Je me dis, c'est dingue qu'il n'y ait pas moyen d'automatiser ça et qu'on puisse pas finalement récupérer son plat qu'on a commandé en amont du click and collect, quoi. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, mais à l'époque, c'était un peu au brouillon, il n'y avait pas trop de solutions comme ça. On Et est en en quelle gros, année avec, là? Juste pour en situer un petit peu. 2019, 2019, 2019, ok. Mhm. donc avant le Covid et tout. Et en fait, on commence à partir sur cette idée-là. Mon associé, c'est un développeur, il commence à créer les apps, etc. Je commence à le pitcher un peu lors de ma dernière année de cours, parce que tu sais, souvent en école de commerce, tu as des modules entrepreneuriat, des trucs comme ça. Donc on se sert de ce projet-là pour le présenter en cours. Tout le monde trouve ça intéressant, tout le monde trouve que ça pourrait énormément les aider dans leur quotidien. Il y a même des restaurateurs qui disent c'est trop cool, ils veulent tester en bêta. Et un jour, on est dans un cours et il y a quelqu'un qui travaille dans un fonds d'investissement qui fait une intervention et qui vient me voir à la fin du cours. Il me dit que franchement, le projet que tu as présenté, il est super intéressant. Il faut que je te fasse rencontrer mon boss. Je pense qu'il peut t'intéresser pour vous accompagner, mettre un ticket et qu'on prenne des parts et qu'on y aille ensemble, quoi. Et en fait, ça a été un accélérateur, parce qu'on les rencontre, ils sont super chauds. Ils nous accompagnent, ils nous ouvrent des portes, etc. Donc au final, ça s'est pas spécialement fait derrière l'entente, parce qu'ils étaient trop gourmands et pour pas assez. Mais bon, mine de rien, nous, ça nous a permis de voir qu'il y avait un vrai potentiel sur le sujet. On a mis les bouchées doubles, donc on a pas mal bossé. Et en fait, si tu veux, avec le Covid qui est arrivé en 2020, bah, ça nous met un coup d'accélérateur de dingue, puisque le click and collect explose à ce moment-là, parce que les gens découvrent qu'il peut exister des solutions comme ça. Et on fait un start qui est énorme, puisque si tu veux, pour te donner des métriques sur ce marché-là, on avait des concurrents qui étaient là depuis 5 6 7 ans,
qui avait à peu près entre 500 à 1000 clients. Et nous, les tout premiers mois où on se lance, on a déjà 300 clients, quoi. Donc, on a déjà comblé une grosse partie du retard en quelques mois seulement. Et c'est pour ça qu'il y avait une belle traction et qu'on se lance à ce moment-là, quoi, à 100%. Et c'est là où en fait je découvre les réseaux sociaux. Parce que moi de base, je suis pas du tout fan des réseaux. J'étais vraiment Ah, ça formé. fait, ça fait trop bizarre quand tu dis c'est là où tu découvres les réseaux. On dirait que tu sors d'une grotte et puis tu vivais où avant? Ouais, mais en fait, moi, j'ai jamais trop consommé. Je suis pas du tout consommateur tu sais, de télé, d'influenceurs, En fait, je regarde moi, je suis un fan de sport. Donc, la télé, ça se résume à regarder du sport. Du foot, 24 heures sur 24. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était ma vie avant. Et en fait, j'avais pas de compte sur les réseaux ou très peu, histoire de pouvoir discuter avec les potes, mais vraiment aucune consommation de concept. Tu vois, j'allais jamais sur YouTube, sur Twitch, enfin nulle part. Et je découvre LinkedIn. J'avais déjà un profil évidemment, mais je découvre LinkedIn en tant que créateur de contenu. Je commence à me dire, tiens, il va falloir qu'on crée du contenu parce qu'on est dans une aventure entrepreneuriale. Il Mais faut bien comment qu'on tu puisse. vas, comment tu te rends sur LinkedIn? Est-ce que par rapport au business, tu as, je sais pas, des insights de collaborateurs ou de copains entrepreneurs qui te disent que ben, c'est là-bas que ça se passe si jamais tu veux aller choper des clients? Non, pas spécialement. En fait, je t'explique, c'est un peu particulier. Moi, LinkedIn, j'avais un profil déjà depuis 5 ans, parce que dès que tu arrives en école de commerce, on te fait créer un profil. J'ai toujours bien aimé ce réseau parce que je trouve que pour le coup, c'est là où il y a de la vraie valeur, alors que les autres, c'est un peu de la merde. Et je lui trouvais mon compte, mais j'étais vraiment consommateur. Je publiais rien. Et quand j'étais en On pourrait alternance, pas dire la merde, ça. On- C'était pas peut-être adapté à ce que tu non, voulais mais faire, c'est un mais il y a peu. plein de personnes. Là, tu es Oui, non, associé bien avec sûr, bien Bouddha, sûr. tu vois, il y a plein, ils ont plein de clients qui font du gros cash juste en utilisant Bien sûr, bien justement sûr. ces réseaux Facebook ou Instagram, Non, bien Instagram sûr, qui mais en dit plus réseau de maintenant merde. j'ai un avis totalement différent et je te parle de ça Ouais, avec mon avis que j'avais à l'époque où je me dis, enfin en gros je consomme vraiment que du LinkedIn, mais évidemment non, il n'y a pas que de la merde et justement aujourd'hui je suis un créateur sur tous les réseaux donc j'estime que tu vois j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, ouais, mais on va dire effectivement. que LinkedIn j'ai retrouvé mon compte parce que je trouvais que c'était intéressant, des partages d'expériences, etc., des gens plus âgés, vraiment au milieu très professionnel. Et en gros j'avais déjà testé quelques posts pendant mon alternance, mais c'est que des flops, etc. Et je me dis, bon, il faut quand même que je me lance sur LinkedIn parce qu'à cette époque-là, en gros, bah, je dis non au CDI. Je me lance à 100% dans ma startup. Donc oui, on avait fait un bon départ, mais c'était pas un démarrage non plus où on pouvait se payer quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment le début de l'aventure. Et là, en gros, le constat, il est assez simple. Je me dis, bon, il y a 95% de chances que dans un an, on soit mort. Tu vois, c'est un peu les statistiques sur les startups. Et je me dis, bon, bah, si on est mort dans un an et que je dois retrouver du boulot, il faut que je puisse valoriser mon expérience entrepreneuriale pour montrer que ça m'a apporté quelque chose et que j'ai gagné en compétences, quoi. Donc je me suis dit, rien de mieux que de faire du building public. Rends-toi sur LinkedIn et commence en gros un peu à raconter ta vie et à raconter le Document. parcours. Voilà, Intéressant. documente. Toi, je me suis dit, je vais documenter ce que je fais, mes avancées, mes échecs, mes réussites, mes stratégies pour aller toucher des potentiels prospects, etc., etc. Et très rapidement, en fait, ça prend sur LinkedIn et je vois le potentiel du truc en 3 4 mois. Je commence à avoir des journalistes qui m'appellent pour passer à la télé, à la radio, dans la presse. Je commence à réunir une belle communauté. Dès que je fais des posts, tu vois, je vois 100 likes, 35 commentaires. Les gens, ils s'intéressent, ils me posent des questions. Enfin, je vois qu'il y a un vrai engouement. Des gens du milieu de la foot qui viennent me parler. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut nous intéresser. On fait des partenariats. Enfin, je me dis, c'est absolument dingue. Et en fait, bah, je C'est continue. quelque chose que tu as théorisé, la façon de communiquer, ou alors tu es parti vraiment en mode comme tu le sentais, quoi. Ben, comme je parle dans la vraie vie, ben, c'est comme ça que j'écris mes posts. Est-ce que tu as, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu Ouais, as bien sûr. Ouais, je l'ai bossé. théorisé avec une stratégie de communication Ouais, je l'ai derrière, je sais pas. théorisé, ouais, bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, c'est très simple. Moi, sur LinkedIn, du coup, je passais beaucoup de temps déjà. Et j'adorais des créateurs de contenu, et notamment bah, Grégoire Gambato à l'époque qui rayonnait sur le réseau comme un dingue. Et en Tracteur. fait, je me suis un peu formé avec Grégoire. Je voyais son style d'écriture, je voyais dans ses posts qui disait qu'est-ce qui marchait pas et décortiquer l'algo. Et je me suis formé comme ça. Et en gros, quand je commence mes premiers posts, j'ai tout de suite, on va dire, un niveau correct comparé à ce qui se faisait à l'époque. Et c'est aussi un des facteurs de la réussite, c'est que je suis pas arrivé avec ma bite et mon couteau à faire mes premiers posts comme ça. C'était travaillé, je l'ai préparé avant. Enfin, j'avais un peu cramé comment fonctionnait l'algo, hein, plus ou moins de près ou de loin. Mais même si c'est pas le plus important, l'algo c'est vraiment le cœur du sujet. Mais on va dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça réussisse dès le début, quoi. Yes. Excellent. Donc, ça veut dire clairement, c'est LinkedIn qui a été le tremplin qui, in fine, t'a amené à
activer les autres canaux au fur et à mesure, notamment TikTok, Instagram et le reste. Et YouTube aussi, on l'a pas dit, tu as Ouais. presque 100 000 sur Ouais, YouTube, presque c'est cent ça? mille ouais, bientôt. Ça, c'est mon gros challenge là, de passer les 100 000 sur YouTube et d'enchaîner après sur du format long, parce que après, je te raconterai un petit peu maintenant où j'en suis, l'histoire, etc. Mais là, en gros, j'ai recruté 2 monteurs à temps plein pour qu'on puisse créer du contenu en format long, voilà, totalement créer autre chose de ce que je fais actuellement. Mais ouais, l'idée, c'était que je suis parti sur LinkedIn. Et en fait, en 2020, ça explose pour moi. Après, je commence à avoir des appels d'incubateurs, d'écoles de commerce pour faire des formations, des premières missions que je prends en freelance à côté de ma startup pour faire rentrer de l'argent où j'accompagne des boîtes sur LinkedIn. Et en fait, après, le gros changement, ça a été qu'il y a la deuxième vague de confinement qui arrive. Et là, en fait, dans le milieu du click and collect, ça fait très très mal, puisque le confinement, il est obligatoire. Et en plus, il y a interdiction, je crois, de mémoire, de sortir après 17h ou quoi que ce soit. Couvre-feu, voilà, couvre-feu. Et en gros, le click and collect, les gens, ils viennent pas récupérer leur commande à 16h, tu vois, ça n'a aucun sens. Les gens, ils vont pas manger à 16h. Donc en fait, ce qui fait que le click and collect, ça se fait complètement arrêter. Et c'est la livraison, cette fois-ci, qui récupère toutes les parts de marché. Donc nous, pendant 3 4 mois, c'est assez compliqué. Et là, à ce moment-là, je documente toujours sur LinkedIn, j'intensifie mes efforts, je passe à 2 posts par semaine plutôt que un à Mhm. l'époque. Et j'ai de plus en plus de demandes et je commence finalement à créer à côté une activité que j'avais pas exposée à la face des gens, mais qui existe quand même, où en gros, je deviens freelance, copywriter, ghostwriter, formateur sur LinkedIn, où je commence à accompagner des solopreneurs, des sociétés, je fais des formations, des écoles de commerce, des incubateurs. Et en gros, je me retrouve tout début 2021 à commencer à me verser un salaire avec cette activité à côté de ma startup. Et en fait, ça se développe bien, ça se développe bien. Le confinement est levé, Fooder repart de plus belle, on commence à avoir plein de demandes de restaurateurs pour se mettre sur la plateforme, plein de demandes de clients qui passent des commandes, etc. Et là, avec Florian, on fait un constat, on se dit, bon, nous, le monde de la restauration, en vrai, on n'y connaît rien, on n'est pas de ce milieu-là, on s'est lancé parce qu'on a vu une opportunité de marché, mais c'est pas spécialement un truc qui nous passionne, il y a une grosse fracture du digital, euh, on serait plutôt ouvert pour une revente. Et tu vois, on en parle à un fournisseur à nous, à un grossiste qui nous filait des imprimantes, etc. Et il dit, bah moi les gars, c'est assez simple, hein. Dans mes clients aussi, qui sont un petit peu comme vous, il y a une grosse société montpelliéraine qui aime bien racheter des petites startups. Je vous mets en relation, etc. Et puis en fait, on se fait racheter comme ça. Alors évidemment, c'est pas une grosse revente, hein, c'est une première, c'est un petit exit, mais ça fait toujours plaisir. Et en fait, derrière, je me lance à Est-ce 100%. que tu peux nous dire comment est-ce que ça se valorise une telle boîte? La boîte, elle a combien? Elle a à peine 2 ans aussi, non? Ouais, elle a Ouais, 2 ans à cette époque-là, juste la 2 ans. société. Mhm. C'est hyper compliqué parce qu'en fonction de chaque acheteur, ça se valorise différemment. Parce que Puisque soit tu la revends. boîte, elle a vécu ses temps dits forts pendant la période de Covid. Est-ce que les métriques qu'on regarde en temps Covid peuvent être mises en parallèle avec des métriques qu'on regarde dans un temps dit classique, je sais pas, peut-être avant 2020? Ouais, écoute, en fait, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse exacte, ça se valorise. Déjà, il faut plus d'antériorité en général. Nous, c'était un peu particulier parce qu'en plus, que ça dépend. Si tu te fais racheter par un acteur qui n'a rien à voir, qui est dans le monde de la food, mais qui n'a pas tes compétences techniques, etc., il va racheter tout ce que tu as créé, ton image de marque, il va racheter ton fichier client, il va racheter aussi ta tech, qui vaut Ta très tech, cher. ouais. Mais si tu te fais racheter par un concurrent direct qui a déjà la tech, il va juste racheter en gros ton image de marque Ta et tes base de clients. données. Donc en fait, tu vois, c'est pas du tout valorisé pareil. Et c'est pour ça qu'aussi, c'était pas une énorme revente parce que parce qu'en gros, le concurrent avait déjà tout ce qu'il fallait en place niveau tech. Ça aurait pu être un beau ticket si on avait vendu la tech parce que 2 ans de développement sur ce qu'on avait pu faire, ça valait un petit peu d'argent. Mais là, en gros, on Mhm. fait une revente plus de l'image qu'on a réussi à créer, à développer, de notre fichier client et du récurrent qu'on avait. Donc c'est vraiment pas une grosse vente. Il y a un NDA, donc je peux pas, entre guillemets, te dire les montants, mais concrètement, pour que les gens s'imaginent, Mhm. on a récupéré même pas ce qu'on aurait pu gagner en tant que salarié dans une autre boîte sur 2 ans, quoi. Donc, ça fait un billet, mais ça change pas la vie. Mais c'est toujours intéressant, parce qu'en vrai, on aurait pu récupérer zéro et se péter les dents. Et Et juste comment ça après, se passe? Est-ce que ils effacent votre marque disparaît ou alors ils intègrent comment est-ce que la transition justement s'est faite? Vous êtes resté à l'intérieur pendant un certain temps ouais, pour non, que ça ça, puisse on se avait faire. une proposition d'une autre boîte, justement, qui voulait nous racheter, c'était plus intéressant, mais ils voulaient qu'on fasse la passerelle pendant 6 mois en tant que salarié. Et qu'après ils puissent nous appeler sur des trucs ponctuels, etc. Donc ça, on avait refusé. Là, c'était vraiment une passation claire et nette. Et après, ils exploitaient la marque comme ils voulaient. Je t'avoue que Mhm. moi, je suis totalement sorti de ce milieu-là, donc je regarde plus trop de temps en temps, mais je crois qu'ils exploitent toujours l'appli et elle fonctionne toujours et ils essaient de la développer, quoi.
Yes. Donc, ils ont vraiment gardé ça. Mais nous, on voulait pas, on voulait vraiment sortir pour continuer notre route et revenir sur le milieu du digital B2B, parce que c'est vraiment là où on s'éclate et c'est vraiment là où on apporte de la valeur. Donc, on est vraiment revenu là-dedans. Et moi, en fait, à ce moment-là, après, je me lance à 100% en tant que freelance sur LinkedIn, donc déclaré ouvertement sur LinkedIn. Et bah, du coup, comme je le déclare sur LinkedIn et que je vends des services sur LinkedIn et que je marche bien sur LinkedIn, j'ai de plus en plus de clients. Et au bout d'un moment, je me dis très rapidement, le problème d'être affiché en freelance, c'est que tu as un blocage en termes d'évolution. C'est que les gens, ils se disent, c'est un freelance, il n'a pas assez de capacité d'absorption pour qu'on, nous, en tant que gros compte, on travaille avec lui. Donc, j'avais que des moyens petits clients, plutôt localisés sur la région de Montpellier, etc. Ça m'allait Et même bien. en termes de notoriété, hein, j'ai la sensation que même si tu bosses tout seul, le fait que tu te présentes comme une boîte, bah, c'est beaucoup plus persuasif que si tu te présentes juste comme un freelance, quoi. 100%, 100% d'accord avec toi. Bah, en fait, après, le shift, il est très rapide. Je me dis, vas-y, en tant que freelance, j'arrive pas à aller chercher des gros clients. Je vais créer une agence. Mais au début, quand je crée l'agence, concrètement, ça change rien, hein. C'est le même mec qui est tout seul, mais juste il se présente comme Mhm, une agence plutôt qu'un freelance. Et à partir de ce moment-là, ça explose parce qu'entre guillemets, dans mon copywriting, je parle en tant qu'une agence, on rêve beaucoup plus gros, donc on va chercher beaucoup plus gros. Ça donne une dimension beaucoup plus impressionnante. Et là, on commence à aller tout de suite chercher bah, en fait des clients qui sont beaucoup plus gros également, donc des startups qui ont fait des grosses levées, des boîtes qui sont assez grosses déjà, tu vois, des belles boîtes, puis après ça s'enchaîne, des multinationales, on a accompagné Amazon, Trade Republic, Blackster, c'est une boîte cotée en bourse aux US, on a accompagné des startups comme Elevo, Brix, etc. Quoi. Donc après, en fait, ça s'est enchaîné très vite parce que finalement, on était yes. les tout premiers en France à créer une agence spécialisée sur LinkedIn, donc on a raflé tout le marché. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est qu'on n'avait pas besoin d'une agence parisienne de 200 personnes. On était une petite agence montpelliéraine là, à la fin de 10 personnes et on était premier sur notre marché. Quoi. Yes. Florian, il était toujours dans la boucle, ton associé Non, non, pas de... du tout, parce que là, pour le coup, lui, en termes de dev, il n'avait plus rien apporté. Donc lui, il a fait sa route de son côté, il a remonté des projets qui se sont bien déroulés pour lui aussi de son côté. On est toujours en contact, on fait des sides ensemble, mais il est Mhm. sorti, entre guillemets, de mon centre d'activité principal. Yes. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu le capot de Link? Bien sûr. Tu as dit à peu près jusqu'à l'absorption, c'était à peu près une dizaine de personnes. C'était quoi justement la proposition de valeur pour rentrer dans le détail et justement la cible aussi, c'était quelle typologie? Ok, tu as déjà cité quelques comptes avec lesquels vous avez bossé, mais c'était quoi votre proposition? Est-ce que c'était du ghostwriting? Est-ce que c'était juste du conseil et c'était à eux d'exécuter? Ouais, bah, Ou en fait, il y avait trois volets, trois grands pôles. Un pôle formation et accompagnement, qui est donc nous, on était certifié Calliope. Donc en gros, là, on pouvait faire et de la formation en physique ou on avait des formations e-learning et après de l'accompagnement coaching pour en gros que les boîtes puissent récupérer toute la compétence en interne et Mhm. après la déployer par elles-mêmes. Ensuite, on avait un deuxième volet, c'était ce que tu as dit, ghostwriting. Donc là, en fait, c'est quoi le ghostwriting pour ceux qui ne savent pas? C'est tu as des gens qui viennent te voir, qui te disent, bah écoute, Hugues, moi, je gère une boîte, je sais que LinkedIn c'est super important aujourd'hui, je suis CEO, je communique pas du tout, c'est mauvais parce que ça serait normalement à moi de montrer l'exemple à mes collaborateurs et de créer du contenu et de faire rayonner la boîte à travers mon profil. J'ai pas le temps, je sais pas comment ça marche et j'aime pas ça. Est-ce que toi c'est possible en gros que tu écrives des posts à ma place et que vous diffusez sur mon compte? Donc ça, on avait une offre de ghostwriting. Donc en fait, on crée les posts, on crée du contenu pour les gens. On avait des account managers qui géraient le compte de la personne. Donc on publiait à leur place, on likait, on répondait aux commentaires, on Mais c'est répondait aux chaud messages à quand leur même. place. C'est assez personnel. C'est un peu, ok, sur du YouTube ou, je sais pas, d'autres canaux, ça se comprend, ça s'entend. Mais LinkedIn, c'est tellement personnel. Ouais, Et puis, j'imagine qu'il doit y avoir du NDA là-dessus. J'imagine que les ouais, exécutifs vont pas forcément ouais, bien sûr. euh, être ouverts à ce que toi, tu dises, par exemple, hey, je suis le ghostwriter de, je sais Ouais, pas, bah ouais, bien sûr, c'est le concept du d'Elon ghostwriting. Musk ou... Ouais. Il y a des NDA parce que justement, en fait, aujourd'hui, tu as des mecs qui rayonnent bien parce que ils sont assez influents. Ils ont, entre guillemets, on les a fait percer, mais personne sait que derrière, c'est pas eux qui écrivent leur post, quoi. Donc c'est assez marrant. Mais ouais, on avait tout un Mais pôle. comment est-ce Mais que oui, c'est possible? Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible? Parce que c'est très personnel. Comment est-ce que c'est possible de s'approprier la façon ou les idées ou la philosophie d'un exécutif et de le mettre comme ça en écrit sur LinkedIn? ouais.
Bah, parce que déjà, il y a énormément de boulot, hein. C'est-à-dire qu'on fait aussi, des calls avec ces personnes-là, évidemment. Donc, tu as des calls qui sont, soit la semaine, soit bimensuels, où tu poses des questions, tu lises tous les sujets, on prend des sujets, on brainstorm, on avance et après nous, c'est vraiment du travail de copywriting et après sur LinkedIn, tu as une stratégie, c'est tofu, mofu, bofu et sur top of the funnel et middle of the funnel, tu fais des posts qui sont quand même relativement assez généralistes, qui ont besoin d'être consommés par le plus grand nombre. Et dès que c'est généraliste, tu as pas besoin d'être un expert du domaine pour pouvoir écrire un post. Donc après, en fait, nous aussi, on a l'habitude, hein, on fait que ça toute la journée. Donc on rédige des posts sur des thèmes qui sont dans leur branche. Et globalement, après, les gens nous disent, bon, bah ok, ça me va, changer deux, trois mots. Mais globalement, on dégrossit ça. Où c'est beaucoup plus dur et stratégique, c'est sur les posts donc bottom of the funnel qui ont besoin d'être très précis sur un cœur de métier avec une expertise. Par exemple, sur ceux qu'on accompagne dans la finance, bon, bah là, c'est compliqué d'improviser, quoi. C'est soit tu as les compétences, Mhm. soit tu les as pas. Donc là, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnements auprès du CEO, récupérer des éléments, te documenter avec des blogs, des articles, des textes de loi, manger, ingurgiter, prendre des notes et après tout relier, créer un post bien copyrighté. Mais ouais, c'est un métier, c'est pas simple, mine de rien. On a l'impression que c'est un post LinkedIn qui fait 25 lignes qui se consomme en 2 minutes, mais derrière, c'est facile une heure et demie de travail par poste. Et pour justement les gens qui vont à fond dans l'intimité, parce qu'il y a des posts où la personne, tu sens que les histoires se sont inspirées de leur propre vie. Tu vois, des gens qui vont parler, par exemple, de, je sais pas, de maladies, je te prends par exemple le cas de, je sais pas si tu connais le président de October, Olivier Goa. Est-ce- Non. Lui, il a atteint d'une maladie, ça s'appelle la maladie de Charcot. Ok. Donc, au fur et à mesure, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il perd, ça n'affecte pas le cerveau, mais au fur et à mesure du temps, il perd la mobilité de ses membres. Ok. Et des fois, tu regardes, moi je me dis par exemple, pour faire des posts pour un profil comme lui, c'est assez complexe parce qu'il a des posts où il te parle de comment est-ce qu'il vit la maladie, comment est-ce que, il lance des projets malgré cette maladie. Et c'est hyper personnel quand même, et c'est même délicat, tu vois. Ah Est-ce ouais, que, mais après, sur des profils comme ça, entre guillemets, pas tout le monde est notre cible, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont envie aussi de faire du contenu, comme on disait, généraliste, qui ont envie de déléguer leur plume. Quand tu as des gens qui écrivent déjà leurs posts, qui sont bons, qui font des trucs très, très, très personnels, évidemment, personne ne sera meilleur que toi qui vas écrire ton propre post. Nous, on vient en faire du soutien. Nous, on est bon, c'est qu'on a l'habitude d'écrire, on sait comment rédiger, on sait comment être pertinent et percutant à l'écrit et on connaît très bien LinkedIn. Donc on arrive vraiment à avoir des bonnes performances. Mais si demain quelqu'un en individuel veut vraiment poncer le réseau, il n'y aura pas meilleur que lui pour créer du contenu. Donc moi, c'est ce que je peux recommander d'abord aux gens, c'est vraiment faites-le par vous-même. Mais nous, notre cible, on est vraiment sur des gens qui n'ont pas le temps, qui n'aiment pas et qui n'ont pas envie. Donc ils réunissent les trois critères pour déléguer. mais Et est-ce que là, ça après, on se vient créer du scale? contenu. Est-ce que ça peut se scaler? Si je prends le cas de Grégoire Gambato, par exemple, lui, il a une patte bien précise. Est-ce que lui, il peut déléguer sa façon d'écrire? C'est trop difficile, quoi. C'est tellement lui, sa façon d'écrire, c'est... Ouais, ouais, il peut déléguer, il peut déléguer. Il peut déléguer. Même, par exemple, tu vois, Théo Lyon, qui a pareil sa patte, etc. Pendant plusieurs mois, c'était Mathieu, justement, de Linker, qui écrivait ses posts. Donc, en fait, tout le monde peut déléguer. Même moi, j'ai écrit tous mes posts, Ouais, mais mais Théo, ça va quand même, il est parfois assez généraliste dans ses trucs, donc tout le monde peut s'approprier. Mais il y a des gens, tu as l'impression que c'est... Théo, il sait être personnel sur certains sujets, sur certains posts, et des fois assez généraliste, donc j'imagine qu'on puisse prendre la main. Mais quelqu'un comme Grégoire Gambato, il y a une façon, même quand tu regardes ses autres collaborateurs, quand ils veulent essayer d'écrire comme lui, on sent quand même une différence. Ouais, il y a un petit peu du Grégoire Gambato, mais c'est pas tout à fait lui, quoi. Ça, c'est pas assez, c'est pas, lui se mouille complètement, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est assez difficile quand même. ouais, 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 mais tu peux quand même arriver à le faire. Je peux pas trop dire de trucs parce que je suis pas la personne pour en parler, etc. Mais tu peux déléguer, même quand tu t'appelles Grégoire Gambato, il n'y a Bah, pas c'est quoi ce de... sourire? Ne dis pas que c'est toi qui écris les posts de Grégoire Non, Gambato. non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. De toute façon, là, il en écrit plus, mais non, non, Ouais. mais il écrivait, il a écrit tous ses posts, mais voilà, ça c'est un off, mais c'est pas, j'ai pas eu la confirmation à 100%. C'est voilà, c'est un bruit de couloir, mais je crois que sur les derniers mois où il était présent sur LinkedIn, il me semble qu'il avait un ghostwriter. Mais après, tu vois, ça se trouve peut-être connerie, mais dans tous les cas, partons du principe. De toute façon, moi, j'adore Grégoire, hein, et puis je me suis formé avec lui.
Je suis vraiment Ben, moi, je suis un un grand fan fan de aussi. la Enfin, première heure. fan, j'aborde, j'exagère, mais c'est quelqu'un que moi j'apprécie avec ses qualités et ses défauts. Moi, j'apprécie je l'apprécie dans son entièreté, dans ses prises de position. Même quand je suis pas d'accord avec lui, c'est quelqu'un qui, je m'excuse un peu du terme, mais c'est quelqu'un qui il tient ses couilles, quoi. Donc, il dit les choses et il les assume, qu'on soit Ouais, d'accord bien avec sûr, lui ou bien pas, sûr. quoi. Bah, moi, je le connais pas personnellement, donc je pourrais pas parler sur un plan personnel, mais sur un plan entrepreneurial, en tout cas, gros respect à ce qu'il a fait et j'adore et j'ai pris énormément d'exemples sur lui. Mais sinon, pour revenir au cœur du sujet, oui, même quelqu'un comme Grégoire, qui a une patte Mhm. très forte, tu peux arriver, alors c'est jamais à 100%, mais tu peux arriver à te rapprocher, même en ghostwriting, d'un rendu similaire. Après, ça n'empêche Yes. pas, tu fais du ghostwriting, c'est pas parce que la personne, entre guillemets, prend la prestation ghostwriting qu'elle regarde jamais ton contenu. Nous, tous nos clients, ils ont leur Notion, ils ont tous leurs posts qui sont prêts en amont. Et après, s'ils veulent, ils valident. S'ils veulent repasser sur le poste, ils ont le droit de repasser sur le poste et rajouter des petits Ah, ok, éléments de ils langage valident qui leur avant appartient. que. Ils Ouais, bien doivent sûr, ils valider en valident. amont Ouais, avant bien qu'un sûr, shot. bien sûr. Et tu vois, tu peux très bien revenir et rajouter quelques éléments de langage ou l'anecdote qui est très personnelle au poste. Ça te prend 5 minutes, mais en gros, le gros du travail, il est fait. Et eux, ils sont contents, ils ont gagné du temps, le poste est déjà écrit et c'est beaucoup plus simple pour eux. Tu vois. Donc ça dépend, en fait, tu peux vraiment tout adapter et même toujours garder ta patte pour retoucher quelques mots, ajouter un élément de contexte qui va bien si tu as besoin. Mais en gros, voilà, qui on se destine, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui ont un gros intérêt à être sur LinkedIn, qui ne le sont pas et qui ont envie de déléguer. Donc ça, c'était notre Ouais, c'est deuxième offre clairement, clairement. et c'est le ghostwriting. Et après, on Ouais. avait S'il une faut rester au troisième. niveau de la valeur, c'est hyper, hyper intéressant justement pour ces profils-là parce qu'ils ont intérêt justement à communiquer. S'ils savent pas faire savoir qu'ils savent, ben, personne va venir vers eux. Donc, si Exactement. c'est quelque chose qui peut être délégué à d'autres personnes pendant que ben, ils se concentrent sur leur zone de génie où justement ils sont plus efficaces, ça reste clairement intéressant de souscrire pour ce type de prestation, quoi. Totalement. Tu as tout résumé. Et après, on avait une troisième offre et c'est aussi sur celle-là qu'on s'est fait vraiment connaître. Mhm. Enfin, connaître, oui, parce que le problème du ghostwriting, c'est que bah, tu es caché derrière des gens. Donc, en fait, Ouais, personne ne sait en fait, personne ne et sait. c'est Donc, le principe même. exactement. Donc en fait, moi, j'étais obligé de faire rayonner l'agence à travers mon profil, mais tu peux même pas dire avec les clients forcément avec qui tu bosses parce que c'est un peu caché. Par contre, Il y du a coup, des on a clients qui développé. sont ouverts, qui te donnent la permission. Il y en a quelques rares qui disent, OK, Non, pas j'ai pas de trop, pas souci à ce trop que sur tu les. dises que. Non, pas trop sur les profils qu'on a. Ça reste quand même des grands comptes et tout, et on a tout le temps OK. des NDA qui sont signés. Et c'est même nous qui les mettons en confiance en leur faisant signer ça, enfin en signant ça avec eux. Comme ça, au Yeah. moins, ils sont beaucoup plus tranquilles. Par contre, à côté, on a développé les campagnes d'influence sur LinkedIn. Donc, les campagnes d'influence, il n'y a rien d'innovant, hein. Ça existe depuis des années sur tous les réseaux. Mais sur LinkedIn, tu vois, ça n'existait pas. Et je me suis Mhm. dit, bah, à ce moment-là, j'ai la chance d'être déjà un petit peu créateur de contenu sur mes autres réseaux. Donc, je travaille avec pas mal de marques. Et en plus, je me suis mis dans une niche business. Et tu vois, je me dis, bah, tiens, je travaille avec ces marques-là, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble sur LinkedIn? Puisque c'est sensiblement la même audience et ça pourrait très bien Exactement. s'adapter. Et en fait, je suis le premier à apporter ça. On est la première agence à gérer des campagnes d'influence. Et ça, pour le coup, ça a été un peu, j'ai envie de dire, révolutionnaire, puisque personne n'avait vu ça sur LinkedIn. Donc forcément, bah, qui est derrière ça? Bah, c'est Link, c'est Hugues avec ses équipes, etc. Et là, on a pris Yes. la lumière. Et après, bah, quand tu prends la lumière, tu attires des boîtes, des boîtes, des boîtes, jusqu'à signer la plus grosse avec Trade Republic euh, en début Bah, tu d'année nous qui a en dis été. un petit peu plus, comment est-ce que ça se matérialise, ce type de prestat? Puisque là, quand tu parles de campagne d'influence, est-ce que on peut faire un parallèle avec ce qui se fait sur Instagram, C'est mais exactement avec pareil. les codes de LinkedIn? Ouais, c'est exactement pareil. C'est à une marque qui arrive qui nous dit bah voilà, on a 20 000 euros de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire sur LinkedIn? Quel créateur on peut activer pour qu'ils parlent de notre société? Derrière, tu crées un brief, tu vas voir les créateurs, tu leur dis voilà, entre guillemets, cette marque aimerait bien travailler avec vous sur LinkedIn. Est-ce que vous avez un sujet qui vous vient en tête? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de bosser avec elle et quels seraient les tarifs? Tu fais un reporting à la marque, ils ont tous les créateurs qui ont dit oui et tous les prix en face. Après, eux, ils choisissent qui ils veulent activer définitivement ou non. Une fois que tu as l'accord, tu dis au créateur de contenu, bah, c'est bon, tu as été retenu. Pardon. Écris-nous ton post, tu le récupères, tu centralises tout dans un CRM, comme ça la marque elle a la vision sur tous les posts qui vont être publiés, elle les valide, tu donnes une date définitive de publication au créateur et la personne publie. Et nous, le rôle de l'agence, bah, en gros, c'est ça, c'est vraiment de faire la passerelle Mhm. entre tout le monde, tout centraliser, tout gérer, gérer la facturation, les budgets, etc. Donc ça prend un temps astronomique. En termes Ouais. de
évidemment, tu as de la stratégie et c'est pas négligé. Et d'ailleurs, on intervient auprès des marques pour les accompagner, faire la meilleure campagne possible. Mais là, c'est vraiment plus de l'opérationnel et c'est de la gestion de temps. Et en gros, les marques te payent, parce qu'elles pourraient très bien le faire eux-mêmes, mais elles te payent pour le temps que tu leur fais gagner, qui est juste astronomique. Parce que gérer une campagne, Ouais. ça prend un mois quoi, à Ouais. gérer. Donc, des fois, ils peuvent pas mobiliser un service marketing pendant un mois pour gérer une Juste campagne pour. LinkedIn. Ouais. Donc, J'imagine que ils c'est du préfèrent payer une cross, c'est de presta. la cross communication au moment où on active le truc. Ils doivent faire les posts tous en même temps, Ouais. histoire d'avoir faire Bah, ça dépend des de faire du stratégies. Soit gainage. tu fais. Ça, c'est vraiment des choix stratégiques. Soit tu fais des posts tous en même temps et tu fais vraiment une action push, une énorme visibilité sur un court laps de temps, mais tu t'imprègnes vraiment très fortement dans l'esprit des gens parce que tout le monde te voit pendant une semaine, donc en fait, les gens te retiennent. Soit tu décides de le faire sur une plus longue période et d'étaler les posts et tu as moins une action marketing qui est énorme, mais tu es beaucoup plus dans la conversion. Parce qu'en fait, les gens, ils sont pas saturés, donc ils voient le message à différents instants et ça convertit Mhm. mieux. C'est des choix différents. Il y en a qui préfèrent moins convertir, mais faire une énorme action marketing pour pouvoir convertir Pour les de la gens derrière notoriété. avec la télé, voilà, exactement, faire de la visibilité, notoriété, etc. Il y en a qui préfèrent convertir, ça dépend. Et c'est justement là cette notion de conseil où nous, on intervient, on les aiguille au mieux, on les accompagne au mieux. Mais voilà, en gros, tu avais 3 offres: formation, ghostwriting, donc création de contenu internalisé pour eux, et campagne d'influence. Yes, super intéressant. Moi, j'imaginais pas ce pan influence-là sur LinkedIn, vu que c'est. Et en même temps, ça fait complètement sens, puisque c'est des gens qui te suivent, c'est des gens qui te suivent pour ce que tu es, dans quelque part. Et est-ce que euh, tu penses que ces campagnes d'influence pourraient marcher avec des exécutifs aussi, mais qui sont influents, qui ont une grosse audience? Je prends par exemple le cas de un Grégoire Gambato qui, financièrement, sauf si vraiment il y a un gros ticket derrière, il n'a pas trop, objectivement, sauf si c'est un produit qu'il utilise, ben, il n'aura pas trop ce truc, il va pas forcément se battre pour venir faire la promo d'un produit ou d'une entreprise bien spécifique. Ouais, c'est une très bonne question ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que on n'appelle pas ça des influenceurs sur LinkedIn, mais plutôt des leaders d'opinion. Parce qu'en fait, les gens influents sont entre guillemets pas influents parce qu'ils sont passés à la télé, mais ils sont plutôt influents parce qu'ils ont construit une renommée, une réputation, parce qu'ils ont monté des boîtes à succès, etc. Donc c'est que la majorité du temps, c'est que des CEO ou alors des solopreneurs qui font pas mal de bruit, qui ont des audiences. Donc en fait, c'est toujours des gens de toute façon qui sont pas dans le besoin. Donc déjà, ça coûte assez cher pour qu'ils affilient leur image à quelque chose. Mais après, comme dit le dicton, tout s'achète. Et tu peux arriver quand même à convaincre des gens qui sont top level, qui ont une très grosse répute et qui ils peuvent quand même faire une campagne d'influence pour une marque. Ça dépend voilà, comment tu veux l'adapter. Ils sont toujours très libres hein, sur le script. C'est eux vraiment qui vont choisir l'angle. Mais en gros, tu peux Mhm. toujours trouver un sujet pour raconter une histoire et pouvoir mettre en avant un service ou une marque partenaire, quoi. Mais ça s'adresse pas à tout le monde, quoi. Contrairement à Instagram où c'est beaucoup plus ouvert. Parce que j'imagine qu'un Jean-Marc Jancovici, ben, tu viens pas vers lui pour lui demander de faire de la promo sur son LinkedIn, Ouais, quoi, bien même sûr. s'il a une Bah, en grosse fait, audience. tu pourrais, si c'était un truc dans sa niche. Si c'est sur l'écologie, c'est un truc innovant, etc. Ou si c'est, par Oui, mais exemple, il est payé, le fait qu'il soit payé pour cela, ben, j'imagine que ce serait un truc Après, j'ai différent. jamais travaillé avec Jean-Marc Jancovici, donc je pourrais Je sais pas pas si tu vois évidemment en fait ce que je veux dire. Il y a des pas te gens dire. qui ont Ah oui, une il y a des gens. influence, mais pas avec un objectif commercial derrière, Bien mais sûr. juste avec des convictions. Et limite, qui verrait le fait d'une intention financière serait une façon peut-être comment je dirais ça, de travestir en fait leur opinion, je sais pas. Bah, t'en as qui pensent ça, c'est-à-dire qui disent moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait dans le but de pouvoir faire derrière des Limite, ils préfèrent sponsors. le faire gratuitement, quoi, s'ils croient au projet, quoi. Ouais, 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 potentiellement, ça nous arrive. Ça nous arrive, il y a des créateurs qui nous disent non, mais nous, on prend aucun post sponsor, on n'a pas envie, d'entre guillemets, d'être payé pour promouvoir quelque chose. On veut rester dans notre ligne édito, très stricte, même quand ça pourrait coller à leur ligne éditoriale. Mais après, tu en as d'autres, tu vois, qui peuvent lier l'utile à l'agréable. Tu parles de finance toute la journée, tu t'es fait connaître dans ce milieu-là, tu as une énorme boîte comme Trade Republic qui vient de voir, qui est valorisée à 6 milliards d'euros, qui a l'air insolite, qui est hyper propre, qui fait les choses bien, qui recrute, enfin bref, qui une très belle boîte qui vient de voir, c'est Mhm. dans ton domaine, tu les aimes bien, tu utilises déjà l'appli, pourquoi pas prendre un ticket entre guillemets et en plus en parler, tu vois. Enfin voilà, après c'est chacun. Moi je suis pas là pour juger, hein, je refuse en Mhm. tant que créateur de contenu, je refuse beaucoup de collabs, j'en accepte aussi. Chacun fait ce qu'il veut, chacun
Chacun gère en fait entre guillemets ses contenus comme ils veulent, hein. Il y en a plein qui disent nous on serait jamais, enfin on n'accepterait jamais un chèque pour parler d'un truc si on n'a pas décidé de le faire. Les gens décident toujours, de toute façon dans tous les cas on les force pas, hein, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vraiment en fait les gens qui choisissent de le faire ou non en leur âme et conscience, quoi. Yes. Avant qu'on ne boucle sur l'absorption, j'avais encore une dernière question sur le ghostwriting. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de comment est-ce que ça se price? Parce que on a compris le fonctionnement, mais ça reste quand même assez personnalisé. C'est difficile, à mon avis, de faire un prix standard, mais à votre niveau, c'est votre job. Je sais pas comment est-ce que vous avez théorisé Ouais, le ouais, ouais, pricing bah, à ce niveau. t'as raison, au début c'est très compliqué. En tant que freelance, j'avais beaucoup de mal, je faisais à l'heure parce que je savais qu'à peu près en 1 heure je faisais un post, mais des fois je m'y retrouvais, des fois je m'y retrouvais pas, c'était compliqué. Et puis en gros, on a fait des packs. À la fin, tu finis par faire des packs. C'est ce que font les agences. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille aussi dans la partie LinkedIn de Kudak, donc qui s'appelle Linker. On a des packs. Et un pack, ça comprend X posts par mois. Et en face, tu as, un tarif mensuel, quoi. Donc, je peux te donner les chiffres, hein. De toute façon, c'est assez public. En gros, là, en ce moment, on est sur des offres qui commencent à 1 200 € par mois pour la gestion d'un compte qui publie une fois par semaine. Donc, tu Mhm. vois, c'est un budget. Mais après, il faut le mettre sur une enveloppe annuelle pour des grosses boîtes. Tu es un CEO, tu as un business potentiel sur LinkedIn qui est énorme, qui chiffre en millions. 18 000 euros, 15 000 euros pardon, d'accompagnement à l'année pour activer un canal comme LinkedIn. C'est pas si cher que ça. C'est sûr que si tu prends 1 500 €, j'ai envie de dire, pour le commun des mortels, où derrière, tu n'as pas un panier moyen qui est hyper élevé et tout, c'est un budget énorme. C'est pour ça qu'en fait, nous, tu vois, on s'est tout de suite adressé sur un panel d'entreprises assez, j'ai envie de dire, premium et des grosses boîtes ou des startups qui ont fait des grosses levées qui peuvent se permettre des services comme ça. Mais voilà, et ça, c'est justement, c'est des barrières à l'entrée qu'on met aux freelances, mais du coup, les freelances ont aussi des avantages concurrentiels énormes, ce qui peuvent se permettre d'aller chercher des clients beaucoup plus, entre guillemets, petits et être beaucoup plus agiles sur leurs offres. Mais voilà, Mhm. tu peux pas jouer sur tous les tableaux. On a fait des choix et on s'est orienté vers l'accompagnement de gros comptes. Yes. Donc, Kudak rachète Link, qui est absorbé par Linker, Ouais, et ensuite intégré à Kudak. Déjà, tu peux nous donner un petit peu d'insight sur Link, parce que j'ai l'impression que c'est la même proposition de valeur. totalement. En même temps, c'est pas clair. Je sais pas en fait. C'est Ouais, ouais. en fait, je veux comprendre en fait la strate de Kudak derrière. Bah, C'est pas de, d'absorber les deux potentiels top players pour tuer complètement le marché ou je sais pas. Exactement, c'est ça, tu as tout résumé. Nous, en fait, Linker, si tu veux, c'était nos principaux concurrents. Parce que nous, on était la toute première agence sur le marché et Linker y est arrivé en deux, mais en se concentrant uniquement sur le ghostwriting. D'ailleurs, a explosé les chiffres très rapidement parce qu'en quelques mois, ils sont passés devant nous sur cette partie-là. Et nous, on a en plus après gentiment actionné notre expertise vers les campagnes d'influence, même si on avait quand même des beaux clients en ghostwriting. Et tu sais, dans ce milieu-là, dans les créateurs de contenu, on se connaît un petit peu tous, on s'entend très bien. Mhm. Et on se partageait déjà des clients. Donc c'est pour te dire qu'on était concurrents, mais en vrai, on travaillait déjà ensemble. Et en Mhm. fait, au bout d'un moment, bah, de fil en aiguille, tu te dis, est-ce on serait pas plus pertinent et plus performant si on réunissait nos forces? On serait moins distinct sur le marché, on serait une entité qui serait leader numéro 1 incontesté, parce qu'il n'y a pas d'autre concurrence en fait. Et puis après, c'est un choix aussi très personnel de ma part. C'est que, bah, on y viendra tout à l'heure, mais dans la création de contenu sur mes autres réseaux, ça prend de plus en plus d'ampleur. Puisque tu vois, là, bah, en 1 an et demi, je réunis bientôt presque 2 millions de personnes. Aujourd'hui, je fais juste des petites vidéos comme ça qui me prennent déjà beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis arrivé dans une phase où je me dis, bah, il y a peut-être une fenêtre de tir, il y a peut-être des choses à faire. J'ai aussi moins envie de m'éclater. J'ai envie de proposer du format long, j'ai envie de proposer des nouveaux concepts, j'ai envie de tester autre chose. Et ça me prendra encore plus de temps. Je peux plus tout gérer. Est-ce que c'est pas le moment aussi de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de Link, soit vendre, soit se faire absorber, soit rester dedans, mais du coup, si je reste dedans, bah, j'ai plus forcément le temps pour la développer. Et on sait qu'une boîte, quand tu n'as plus de croissance, bah, ça la fin petit à petit. Et je me dis, est-ce qu'on se met ça végète et entre guillemets, tu vois, si on met des guillemets, je prends mon ticket tous les mois, mais c'est pas comme ça que je conçois l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas ma vision business. Tu vois, je crée pas un business, en tout cas un format agence pour me verser mon truc à la fin du mois, mon salaire, et je laisse entre guillemets couler, enfin je mets en stand-by, tu vois. Moi, quand je m'y mets, c'est soit je développe et j'ai de la croissance et ça croît, soit quand entre guillemets j'en ai marre ou que ça croît plus, bah soit je stoppe,
soit si on a créé une belle structure, bah, on vend. Donc là, c'était le cas. Et en fait, de fil en aiguille, on se retrouve avec Théo et Mathieu autour de la table, hein, à dire bah, est-ce que ça pourrait bénéficier aux deux parties, est-ce que ça vous intéresse, qui gagne quoi, etc. Puis très rapidement, on s'aperçoit que tout le monde y gagne. Et en fait, on se met d'accord sur toujours pareil, là, des choses qu'on peut pas trop rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a différents Ouais, accords. mais comment, sur la partie, par exemple, j'imagine, ça, tu peux en parler. Le nom, c'est quand même chaud, quoi. C'est ta marque, c'est ton bébé. Comment est-ce qu'on décide, ben, moi, on garde mon nom et toi, on tue ton, le tien et tout. Bon, on l'a pas complètement tué, mais mine de rien, aujourd'hui, ben, Kudak elle va communiquer avec Linker, avec, comme brand pour la partie LinkedIn. Bah ça, Il c'est y a purement un pas, comment truc. est-ce qu'on tue les égos à ce niveau? Bah ça, c'est purement un truc stratégique et aussi d'ego, mais la stratégie parle pour elle-même. Il y avait déjà Linker qui était chez Kudak. Tout le monde, entre guillemets, du grand public connaît Kudak et sait que leur partie LinkedIn s'appelle Linker. Ça aurait été trop flou de dire on rachète Link et notre branche LinkedIn devient Link et Linker passe sous Link. Tu vois, c'est un peu bizarre. Vaut mieux dire on rachète Link et ça se fusionne avec Linker et Ouais, mais on ça garde le nom dépend. Si Linker. c'est que Link en termes de bande passante, de branding, de notoriété ou de visibilité, elle est plus grosse, bah, moi, je vois pas de mal à. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, on était arrivé sur un stade où, en fait, en termes de rentrée d'argent mensuel, etc., en termes de notoriété, on était à peu près similaires. Et tu vois, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu me connaissais pas avant le poste de rachat de Kudak. Euh, Mhm. on avait créé un truc sympa, on était assez visible, mais dans un secteur qui était vraiment très spécifique, c'est-à-dire l'agence en gros deux services sur LinkedIn. Mais il y a plein de monde entre guillemets qui savent pas ce que c'est normal, on n'a pas créé Amazon, il faut remettre les choses à sa place, on était une petite Mhm. agence de 10, Ouais, donc c'est on n'a pas niché, fait... c'est C'est sûr, très c'est très niché, niché. Ouais. et en fait on n'était pas assez gros pour se dire on va garder le nom Link, tu vois, et puis après ça c'est un truc d'ego, et en toute franchise, moi ça m'a pas du tout gêné que ça passe sous Linker, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Et ce qu'on a créé continue de vivre sous Linker, on a ramené nos clients, on a ramené notre savoir-faire, on développe des campagnes d'influence maintenant sous le branding Linker. Ça fait partie du truc et moi je trouve ça tout autant sympa. Et Link, bah, c'est bien, c'était un super beau passage. Maintenant, entre guillemets, ça a été racheté, absorbé, c'est un autre nom. Et, euh, et tout continue, tu vois. Ça, après, c'est juste de l'ego, mais ça m'a pas du tout impacté, quoi. Yes. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Tu bosses pour Linker ou tu bosses pour Kodak? Comment la Bah, transition se fait? Est-ce que tu es capé pour un certain nombre de temps avant de sortir? C'est quoi la suite? non, bah en fait, si tu veux, je bosse avec donc du coup chez Kudak, mais je suis pas salarié, j'ai pas d'obligation quelconque. Moi, je suis vraiment là pour développer la partie LinkedIn, puisque finalement, j'ai ramené mes clients, donc on continue de faire vivre ça. Aussi amener toute l'expertise campagne d'influence. Donc moi, j'ai accompagné, il y a Alix qui travaille sur ce pôle-là en interne et je l'accompagne sur cette partie-là, et aussi sur la partie stratégique. Mais j'ai pas un nombre d'heures, j'ai pas un nombre de CR, justement, parce que j'ai fait ça aussi pour moi me récupérer beaucoup de bonnes passantes pour me consacrer à ma création de contenu et mes autres projets d'ici la fin d'année et sur l'année 2023. Donc en fait, c'est pas palpable. Là, tu vois, suite au rachat, j'ai quasiment travaillé full time, 40-50 heures par semaine pour Kudak parce qu'on a eu plein de clients qui ont voulu venir suite à l'annonce. On a fait beaucoup de bruit sur LinkedIn. Et puis, comme en fait, les gens souvent hésitaient entre les deux agences, bah, comme on se réunit sous un pavillon, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, on a eu pas mal de clients qui se tâtaient, qui sont venus rapidement. On a signé plein de campagnes d'influence. Donc là, il y avait énormément de boulot. Là, on a tout staffé, on a tout travaillé. Donc là, entre guillemets, on va être sur la partie opérationnelle, donc délivrer ce qui a été signé. Moi, sur cette partie-là, tu vois, j'interviens plus. Donc en gros, là, je récupère un petit peu plus de bandes passantes et je me reconcentre, moi, sur mes projets plus perso et sur mes autres sociétés. Donc ça va, ça vient. Mais l'idée, c'est que je garde un rôle stratégique puisque c'est ce qui a été convenu dans l'acte qui a été signé, quoi. Et est-ce que est-ce qu'il y a pendant un certain temps, est-ce que par exemple, je sais pas, dans 6 mois, tu peux dire, bon, ok, là, j'arrête complètement parce que j'ai un nouveau projet qui demande à ce que je sois à 100%. Ou alors, Je puisque peux le par faire. exemple, là, tu dis que t'as pas de salaire, t'as pas un truc, ou alors tu es payé comme consultant, je sais pas comment. Non, mais en fait, pour te dire, je peux pas trop révéler les clauses, mais j'ai tout intérêt à ce que ça marche parce que voilà, c'est un peu comme ça quand tu es entre guillemets racheté, tu n'es plus majoritaire, tu deviens minoritaire, mais tu as tout intérêt à ce que Ah, tu as tout... toujours des parts.
t'as tout intérêt. C'est là où tu vois, je peux pas trop Ok, rentrer dans les ok, détails, désolé, mais, il n'y a pas de souci, ouais. en gros, tu as tout intérêt à ce que tout réussisse et que les images des uns et des autres soient associées pour continuer En à faire gros, on va grossir la dire que tu boîte. es encore t'es encore dans la boucle Ouais, pour un je suis- certain temps, jusqu'à un certain temps. exactement. En fait, je suis dans la Ok. boucle, mais après, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si je décide de rien faire, j'ai le droit, mais j'ai tout intérêt à ce que tout le groupe, entre guillemets, augmente et surtout la partie LinkedIn, quoi. Yes. Donc voilà. Top. Ouais, c'est hyper intéressant tout ça. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Justement, tu t'es libéré de la bande passante, tu t'as dit que tu as envie de continuer de développer tes différents canaux sociaux. Est-ce qu'il y a un objectif clair derrière? Est-ce que tu Ouais, as un side project que tu es en train de développer en coulisses ou alors c'est juste ton branding sur tes différents canaux sociaux et la suite tu verras quoi. ouais. Bah en fait, si tu veux, là, à l'heure actuelle, j'ai deux sociétés quand même. Donc, j'ai une société de marketing d'influence. Donc, en gros, bah, sur mes réseaux sociaux, je travaille avec des marques pour les mettre en avant. Donc, c'est de l'influence classique, hein, en tant que créateur de contenu. Donc, ça, c'est une partie. C'est public ça? Je n'ai pas vu ça dans mes recherches. Ouais, Ça s'appelle ça, comment? HTC Conseil, tu vois, c'est un nom très d'SAS, très personnel. Mais justement, comme c'est pas brandé, en fait, c'est le nom, mon nom French Startupper aujourd'hui génère des revenus. Mais ça, c'est le nom commercial. Mais ma SASU derrière s'appelle HTC Conseil. Et ça, en gros, D'accord. bah, tu vois, tu gagnes de l'argent avec des promos quand tu mets une marque en avant, l'affiliation, etc. Donc, ces Mais là revenus-là, c'est toi directement, c'est avec tes propres canaux sociaux. ouais, Ou j'imagine exactement. parfois en partenariat avec d'autres influenceurs, mais c'est toi qui lead à chaque fois le. Exactement. Ouais, là, je suis tout seul sur cette structure-là. Enfin, je travaille avec des gens, mais je suis le seul à bord, pas d'associé. C'est entre guillemets mon image qui me rapporte de l'argent. Donc ça, c'est une première société. Après, il y a une deuxième Mhm, société qui s'appelle la Newsletter, qui est en gros un média que j'ai créé dédié au Web3. Donc c'est une newsletter. Jusqu'à maintenant, c'était une newsletter en gros qui est lue par 15 000 personnes chaque semaine. Donc on mhm. parle du Web3, etc. Et ça, c'est pareil, ça génère de l'argent parce qu'on a des sponsors. Et là, on est en train de Yes. passer la seconde, puisqu'on est en train de créer un vrai média, on est en train de créer un site internet, on va faire des articles de blog, on a des réseaux sociaux, on va créer du contenu, etc. Donc toujours sous la création de contenu, tu vois, maintenant je m'oriente vraiment vers ça. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, où je prends du plaisir. Et on est rémunéré toujours pareil avec de l'affiliation, des sponsors, etc. Donc ça, c'est mes deux boîtes installées. Là, normalement, j'ai pas envie de me porter la guine, mais le 8 septembre, donc dans 3 jours, à un moment où on enregistre, je passe chez le Mhm. notaire, j'ai acheté des locaux professionnels, donc à Montpellier, 210 mètres carrés de bureaux que je vais transformer en studio parce que je vais me concentrer sur ma création de contenu encore plus que ce que je fais actuellement. Donc je vais conserver une vidéo par jour, mais elle sera montée dans un meilleur décor avec des monteurs, donc elle sera sous-titrée, il y aura de la prise son. En gros, ça va monter en qualité de contenu. Je vais Mhm. doubler cette vidéo avec une autre vidéo. Donc, je vais garder un petit peu mes vidéos pour ceux qui connaissent un petit peu ce que je fais de vidéos, business, un petit peu astuces, etc. Mais je vais aussi faire une saga vidéo beaucoup plus éducative et développement personnel. Par exemple, des résumés de livres, des concepts financiers, des échecs, des apprentissages, des réussites que j'ai pu avoir sur l'entrepreneuriat. Vraiment un truc qui est un petit peu moins actionnable que quand je présente un site pour, par exemple, de productivité pour gagner du temps, qui va créer du contenu à ta place. Bah, tu vois, c'est un site internet, tu vas dessus, c'est une astuce. Là, j'ai envie de faire du contenu un petit peu plus voilà, développement personnel où je vais me faire plaisir. Donc, c'est pareil, ça va prendre du temps. Et après, le gros challenge de cette fin d'année, c'est surtout de commencer à arriver sur YouTube avec du format long. Et on sait que ça prend un temps de dingue. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai deux sociétés, je vais encore augmenter ma création de contenu, ma qualité. Je veux arriver sur YouTube avec du format long. Et à côté, je suis en préparation d'un side, mais qui est vraiment que dans la tête, parce que tant que j'ai pas mes bureaux, tant que j'ai pas les gens que j'ai recrutés qui sont arrivés, et tant que j'ai pas encore tout posé, je n'entreprends rien, parce que ce serait une perte de temps pour rien. Mais en gros, j'ai envie de créer un podcast euh, pod- en gros, ça serait du live Twitch qui serait enregistré, qui serait diffusé sur YouTube et je prendrais la bande son, je la mettrais en podcast sur le Web Mhm. 3 avec des gens qui sont des sportifs qui pourraient investir dans le Web 3. Tu vois, en gros, un petit peu casser l'image du sportif comme on les connaît et dire bah, vous êtes sportif, vous gagnez peut-être bien votre vie. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? On vous connaît aussi des qualités d'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous, justement, comment vous investissez, pourquoi le Web 3? Et voilà, j'ai envie de faire un truc là-dedans parce que moi, je suis très branché Web 3. Je crée beaucoup de contenu sur Mhm. ça. Et j'ai envie de tester voilà, un format de podcast comme ça. Donc, tu vois, ça serait un side project, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est développé, donc c'est à l'étude, mais ça me fait déjà pas mal de temps avec tout ce que j'ai à gérer. Et puis mine de rien, comme on vient de clôturer le sujet, j'ai toujours Kudak, hein, donc je passe quand même du temps sur Yes. ça, sur ces projets-là. Mais tu vois, il y a des locaux, donc c'est-à-dire que tu as les notaires, tu as les experts comptables,
T'as les banques, t'as les machins, ça prend un temps fou. Il y a les recrutements, il y a les rachats, les passations, la gestion d'une boîte, de l'autre, créer du contenu. Je suis pas mal occupé. Yes. En gros, quand même, ça se voit que la suite sera focus sur la création de contenu, Ouais. vidéo, mais pas que, textuel aussi. Tu as justement dit que tu avais la newsletter. Elle est payante en passant? Non, Ou, tout est gratuit. Moi, ma juste, vision. juste l'affiliation, quoi. Ouais, 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 mais moi, ma vision des choses, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de contenu payant comme ça. J'ai rien comme contenu payant. Je fais vraiment du contenu qui est 100% gratuit pour les gens sur toutes les plateformes. Tout est gratuit. J'essaie d'amener le plus de valeur possible. Et justement, je me fais rémunérer, entre guillemets, par les marques pour avoir généré une communauté qualitative et des gens qui peuvent suivre mon contenu. Et moi, mon idée, c'est vraiment de toujours laisser tout gratuit. Alors après, peut-être que je ferai un jour une formation, un truc un peu spécifique, mais dans l'idée, c'est pas spécialement de la pousser à ma communauté. Elle sera là pour ceux qui veulent aller la prendre s'ils ont envie, mais je vais pas être dans une démarche de faire de la formation et de la pousser constamment. C'est pas mon ambition. Et pour l'instant, j'en ai pas. Tu vois, tout est gratuit, newsletter, mes contenus, mes vidéos, YouTube. Enfin bref, ça sera toujours gratuit. Yes. Et du coup, t'as des marques comme ça qui viennent vers toi pour du contenu en marque blanche ou à chaque fois c'est à eux d'essayer de se plugger à ta ligne édito perso, tu as besoin d'avoir ton temps à toi, tes sujets à toi et s'ils trouvent que ben, ils sont alignés avec, ben, ils peuvent justement dealer avec toi quoi. Ouais, ouais, bah en fait, alors pas spécialement en marque blanche, on travaille vraiment, ils sont pas cachés, hein, c'est déclaré. Par exemple, moi, tu vois, je fais beaucoup d'astuces, comment booster son CV avec des certifications Bon, gratuites. je veux dire plus genre, ils viennent te voir parce que tu es quelqu'un d'influent et puis ils veulent créer, en tout cas lancer des contenus dédiés, mais juste pour pousser, je sais pas comment je peux exprimer ça. Donc, Avec ma tête sur au leur lieu de compte. venir, au lieu que ce soit des sujets que tu traites et où ben, justement ça coïncide avec leur proposition de valeur, ben, c'est eux qui viennent vers toi et qui te disent que ben, on voudrait que tu crées du contenu sur tel et tel sujet. Et nous, on va justement financer tous ces Ah contenus-là oui, oui, pendant oui, X oui, période, quoi. en effet, ça arrive aussi. C'est-à-dire que des fois, je crée du contenu pour les marques sur leurs réseaux sociaux à eux. Donc, je le diffuse pas sur mes propres réseaux, mais je vais apposer ma tête, je vais créer des scripts, je vais créer du contenu, je vais leur donner, et eux, ils vont le diffuser sur leurs réseaux sociaux et je vais être rémunéré pour ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Nice. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Tout ça, on a de suivre de près comment ça va évoluer, tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, du moins en revenant sur YouTube, là je viens de me rendre compte, j'ai pas scrollé jusqu'à la fin avant l'interview, je viens de me rendre compte, en fait sur YouTube, c'est que des shorts, en fait c'est tout le contenu de TikTok que tu as, il y a Exactement. aucune, parce que je comprenais pas pourquoi à chaque fois tu revenais à chaque fois, ah, j'ai besoin de me lancer sur les longs formats, et c'est maintenant que je comprends en fait, parce qu'il y a aucun long format, donc les Exactement. presque 100 000 abonnés, c'est juste avec des shorts. Ouais, c'est qu'avec des shorts, ouais. C'est Ouais, qu'avec des c'est du shorts. grand n'importe quoi ce Ouais, format de TikTok là, je c'est du trouve. grand n'importe quoi, en effet. En effet, c'est du grand n'importe quoi, mais tu vois, c'est une vraie chance, enfin, en tout cas personnelle. Après, tu as tous les anciens qui étaient là qui disent que ça a tout détruit parce que, évidemment, tu as des gens qui ont mis 10 ans à bâtir des communautés. Pour ceux qui savent, sur YouTube, 100 000 abonnés, c'est juste énormissime. Et peut-être des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont là, qui ne les ont toujours pas. Et finalement, tu as très peu de gens qui arrivent à passer cette barre. Et ça demande des heures et des heures et des heures et des milliers d'heures de travail. Et ce format, en fait, un peu TikTok, même sur Instagram, sur tout, tu vois, ça a tout pulvérisé. Et ça veut plus rien dire. Aujourd'hui, tu vois, bah, c'est un peu mon cas, hein. Tu peux avoir 2 millions d'abonnés, mais quelle puissance ça a, tu vois. Quelle est Euh, la valeur voilà, quelle est la justement, valeur de s'il ça? faut regarder en termes de, de taux de clic, ou j'écoutais dernièrement, peut-être tu dois le connaître, Stan Leloup dans une interview Ouais, bien de sûr. Marketing Mania qui disait que, ben, parce que lui aussi s'est lancé sur TikTok, Ouais, et en quelques jours, il se retrouvait en train de faire du 1 million par jour de vues sur ces différentes charts. En fait, il produisait des, ch- des shorts sur YouTube qu'il réutilisait en fait sur TikTok et sur les Reels d'Instagram. Et en 30 jours, hein, il avait fait minima 1 million de vues sur tous ses contenus chaque jour. Mais en termes de conversion, les ratios qu'il donnait, ben, il disait que s'il faut regarder de façon rationnelle,
euh, une vue sur YouTube correspond à peu près peut-être à 3 vues sur TikTok, quoi. Donc, en fait, même si tu as un Ouais, gros bien volume sûr. de personnes qui regardent, sur ceux qui vont cliquer à la fin, ben, tu vas diviser par 3 pour pouvoir Mm. avoir une approximation de ce que tu as comme taux de conversion sur tes différents sites, quoi. Et voire même peut-être même plus, hein, parce que le truc c'est que Stan Lee était déjà connu avant avec du format long, donc il a une certaine figure d'autorité, mais je pense pour des gens qui sont pas connus et qui percent du jour au lendemain avec du format court, je pense que c'est encore même plus dur de convertir derrière. Mais tu vois, comme tu le dis très bien, voilà, 100 000 en quelques temps, même moi je réalise pas, c'est totalement dingue. Mais c'est pour ça que du coup je veux quand même faire du format long, pour faire du format beaucoup plus qualitatif, me Mhm. rapprocher aussi de ma communauté, aller beaucoup plus loin dans les sujets. Parce que le problème c'est que quand je fais des formats courts, par exemple sur des concepts financiers de 30 secondes, ça génère plein d'interrogations, ça pique la curiosité des gens, c'est génial, mais en fait bah, tu es un peu frustré parce que tu peux pas spécialement répondre à toutes les questions. Ah Euh, ouais, tu vas pas répondre à 500 questions, quoi. C'est non, du c'est grand impossible. n'importe quoi, ces trucs, c'est des... Alors qu'en fait, tu vois, sur du format YouTube, bah, tu condenses toutes les questions qui reviennent le plus souvent, les plus récurrentes, et Mhm. tu vas au fond du sujet, tu le documentes, tu le complètes. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux créations de contenu différentes. Ça reste de la création de contenu. Mais voilà, ça va être hyper important pour moi d'arriver avec du format long sur YouTube. Je sais pas si ça prendra pas, mais déjà, j'aurais juste envie de le faire pour m'éclater moi-même et me Mhm. régaler dans cette partie-là, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui m'attend sur les prochains mois. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manufacture, du process de diffusion? Comment tout ça, ça se passe? Toi, tu es focus sur le contenu et tu as toute une équipe dédiée qui va s'occuper du montage, de l'optimisation. Bon, optimisation, je pense pas qu'on va parler vraiment d'optimisation sur YouTube, vu que comme c'est des shorts, il n'y a pas forcément un texte descriptif. Ok, il y a un titre, mais il n'y a pas de l'optimisation SEO, par exemple, des tags. Non, ouais, non, pas du tout. Non, pour l'instant, je vais peut-être te surprendre, mais c'est assez simple. Je suis tout seul sur cette partie-là. C'est moi qui fais toute la recherche d'idées, qui filme toutes mes vidéos, qui les monte, qui les sous-titre moi-même, qui les publie sur tous les réseaux. Je suis tout seul. Donc là, j'ai recruté deux personnes qui arrivent mi-octobre, plutôt vers le 20 octobre de mémoire, euh, Mhm. qui arrivent donc à temps complet pour justement créer du contenu, donc pour m'épauler sur ça. Donc là, Mhm. bah, pour monter, donc j'aurai des monteurs. Donc après, moi, je vais juste, entre guillemets, on fera juste les rushs et eux les monteront avec Premiere Pro. Donc ça sera plus qualitatif, il y aura une meilleure Mhm. qualité visuelle, il y aura des meilleurs sous-titres, etc., une meilleure prise de Du son. coup, toi, tu montes sur quoi? Tu montes dessus? Sur CapCut avec mon téléphone, tout, je fais tout avec le Ah téléphone. ouais! Ouais, tout, tout. Ah non, là, tu vas trop. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est Là, qu'aujourd'hui, tu en viens fait, de mettre en coup à toutes les personnes qui disent, en fait, j'ai pas du temps pour faire les montages moi-même, pour faire du contenu par moi-même. mais tu vois, Ah, c'est ça qui est dingue, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'un téléphone et d'une connexion Internet et tu peux faire des trucs extraordinaires. Alors, je dis pas extraordinaire dans mon cas, je veux dire, je n'aurais pas cette prétention de dire ce que j'ai fait, c'est extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux changer ta propre vie aujourd'hui avec un téléphone, une connexion Internet voilà, en créant des choses. Et mhm, moi, ça n'a pas changé drastiquement ma vie parce que je suis pas à plaindre, j'avais ma boîte qui marchait bien, etc. Mais ça l'a considérablement accéléré. Parce que pareil, au moment où j'ai l'agence, forcément, quand je vais voir les marques et que je leur dis, bah, on peut vous accompagner sur LinkedIn, et à côté, en plus, je maîtrise bien les réseaux, et que tu dis, j'ai 1 million d'abonnés, ouais. bah, Le forcément, cordonnier bien chaussé, quoi. voilà, exactement, ça crédibilise le personnage et ils te font bien plus confiance. Donc, en fait, Mhm. ça a accéléré totalement ma carrière, ça a tout accéléré. Ouais, ouais, j'en suis chanceux et je me dis, et je me remercie tous les jours de me dire, putain, j'ai bien fait de me lancer sur TikTok il y a 1 an et demi et de ne pas avoir négligé le truc et vraiment y être allé parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Yes. Euh, du coup, pour Instagram, c'est pareil, c'est le même contenu que tu reprends, ou là, bon, je vois qu'il y a quand même des photos. Ouais, c'est le même Euh, contenu. C'est le même contenu sur les vidéos. Après, Instagram, c'est ma plateforme préférée. Après LinkedIn, mais parce que LinkedIn, j'ai vraiment une création de contenu qui n'a rien à voir avec les autres réseaux. Mais sur mhm, Instagram, j'aime mieux parce que tu peux faire des stories, tu peux répondre aux messages des gens en privé, tu peux mettre des photos dans le feed et mettre des textes en dessous des fois pour bah, justement copyrighter, donner un peu plus de valeur, raconter qui tu es, etc. Ce que tu mhm. peux pas faire sur les autres plateformes. Donc Instagram, j'adore. J'adore, je fais Yes. beaucoup de stories, alors beaucoup non, comparé aux vrais influenceurs qu'on connaît télé qui font 45 stories par jour. Moi, je dois en faire une ou deux par jour, mais j'aime bien montrer un peu le côté, je suis au bureau, je recrute des gens, tu vois, quand je fais une transaction, je montre, bah là, j'ai acheté mes locaux, là, on est en train de galérer, là, vous voyez, j'ai perdu de l'argent, là, j'ai fait une connerie. Enfin, voilà, j'aime bien, je montre un petit peu les backstage et les gens aiment bien. Moi, j'aime bien et ma communauté, tu vois, au final, Instagram est beaucoup plus soudée
que ma communauté TikTok où justement les gens ne voient pas ça et ont du mal à créer un lien, des sentiments avec moi, tu vois. C'est vraiment en mode on vient, on consomme sa vidéo astuce du jour et on s'en va, tu vois. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance quelconque, quoi. Donc c'est pour ça que TikTok J'ai doit l'impression travailler que ça. l'algo de TikTok, il est, même si tu touches plein de monde, mais tu as la possibilité de toucher des personnes qui, en temps normal, ne devraient pas, par exemple, te suivre sur Instagram. Je veux dire, par exemple, sur Instagram, c'est parce que tu es abonné à quelqu'un qu'à chaque fois, il apparaît dans ton feed. Mais sur TikTok, tu peux ne pas être abonné à Ouais. quelqu'un et puis dans ton feed, comme ça apparaît. Donc, ce qui fait que c'est difficile de tisser un vrai lien, mais au moins c'est ouvert à ce que tu puisses être découvert par une typologie différente de personnes, quoi. Bah exactement, c'est la richesse de TikTok et c'est aussi le piège. C'est que du jour au lendemain, tu peux percer, mais qu'est-ce que veut dire percer? Est-ce que tu peux avoir 1 million d'abonnés et toujours être inconnu alors qu'au final, aujourd'hui, tu as 1 million d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, t'es connu, tu vois, il y a plus personne qui peut venir débattre de ça. Bah, sur TikTok, tu as plein de gens qui ont 1 million d'abonnés et qui sont inconnus, tu les as jamais vus. Et pourtant, c'est parce qu'ils ont touché tellement de monde que les gens se sont abonnés, mais est-ce que les gens, finalement, même qui sont abonnés, se souviennent d'eux? Pas spécialement, tu vois. C'est ça le gros problème, en fait, de cette plateforme. Mhm. Yes. Est-ce que tu aurais quelques petits tips comme ça à donner pour quelqu'un, disons, on va prendre juste les trois canaux TikTok, LinkedIn et Instagram, pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, qui a zéro communauté, zéro follower et qui a une activité, ou pas, hein, ça peut être quelqu'un qui se lance et puis il doit communiquer en même Mm. temps sur le projet qu'il lance. Comment est-ce qu'il devrait se lancer? Comment est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place là tout de suite avec les moyens du bord sans forcément acheter de grosses caméras? La preuve, toi, tu fais pas, tu shootes pas forcément avec une grosse production. C'est maintenant que tu vas commencer à créer une vraie production. Est-ce que tu aurais deux, trois tips comme ça pour Ouais, bien ces sûr. deux, trois médias sociaux pour quelqu'un Bien qui sûr. lance? Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, LinkedIn, c'est assez simple, hein, c'est totalement différent. On n'est pas trop sur du contenu vidéo, même si ça m'arrive de partager des vidéos que je mets sur TikTok, sur LinkedIn, et d'ailleurs qui peuvent aussi très bien marcher. Donc il y a aussi un pli à prendre sur Mhm. LinkedIn sur la vidéo, parce qu'il y a très peu de créateurs. Mais moi, ce que je conseille sur LinkedIn, c'est de faire deux trois posts par semaine. Faites des posts écrits où vous vous livrez, vous racontez vos apprentissages, vos échecs, etc. Il n'y a pas besoin d'être à la tête d'une boîte pour créer du contenu, hein. Vous pouvez juste avoir une passion. Vous avez une passion pour la pêche, bah, tu racontes ta passion pour la pêche et tu t'entoureras d'une communauté de pêcheurs, mais potentiellement demain tu arriveras à la monétiser parce que tu auras des marques qui vont te contacter ou tu auras tellement créé une grosse communauté que tu pourras créer ton propre site internet, etc. ou ta newsletter, enfin peu importe. L'idée c'est de se lancer. Sur le format écrit, en gros, ce qu'il faut respecter, c'est du contenu qui peut se consommer en 1 minute à l'écrit. C'est travailler son accroche. Donc, une accroche, c'est quoi? C'est en gros les deux trois premières lignes à l'écrit et à l'oral, c'est les deux trois quatre premières secondes. Donc, ça veut dire être très pertinent, piquer la curiosité du lecteur ou de la personne qui regarde la vidéo et c'est lui donner envie d'après de consommer le contenu restant. Donc, c'est vraiment travailler ça. Et après, il faut qu'en gros, sur LinkedIn, sur un format écrit, ça soit assez fluide et c'est une ligne, une idée qui. Euh, c'est un tunnel de vente. Il faut le voir comme une histoire Mhm. et il faut que ça découle très rapidement vers la fin et que ça soit organisé. Il ne faut pas que tu fasses des flashbacks, etc. Il faut que ça soit assez linéaire. Tu pars d'un point A, tu arrives à un point B. Il ne faut pas partir de A, passer par D, revenir à B, tu parles de E, tu reviens. Non, c'est un poste, une idée et il faut que ça soit concis, précis et entre guillemets rédigé succinctement. Il faut arriver un petit peu à déconstruire ce qu'on nous a appris à l'école de faire des grandes phrases, toujours argumenter, faire thèse, antithèse, synthèse, etc. C'est pas du tout les codes de LinkedIn. LinkedIn, ça se rejoint un peu en fait finalement de ce qu'on voit sur Twitter. C'est donner du rythme à une publication, mettre le moins de mots possible dans une phrase pour être le plus concis possible et être le plus pertinent, et raconter ton idée d'un point A à un point B. Voilà. Straight to the point et travailler ton accroche. Voilà, ça c'est un petit peu les conseils que je pourrais donner sur le copywriting. Et sur la vidéo, donc peut-être qui intéressera un petit peu plus de gens, parce que c'est peut-être plus simple pour se lancer, c'est peut-être des canaux Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat qui sont plus utilisés par les gens peut-être qui écouteront. Bah, c'est assez simple, hein, tu vois, moi je te montre, j'ai un iPhone 12, j'ai un micro-cravate, voilà, j'ai un micro-cravate. Tu prends ton téléphone, tu te mets en Les gens, ils caméra vont selfie. halluciner, ils vont dire non, c'est pas possible. Tu peux pas faire 800 000 abonnés avec juste avec un téléphone. Si, si, bah, c'est bien ça. C'est un téléphone, un micro-cravate, et tous les jours tu fais une vidéo. Donc week-end compris, 30 secondes. Alors déjà, ça c'est bien. Si tu veux améliorer, tu commences à mettre des sous-titres, etc. Les petits conseils, c'est pareil, toujours travailler son accroche et toujours travailler la fin. Ne jamais oublier ton call to action qui dit, bah, entre guillemets, si tu veux,
plus C'est d'astuces bon abonnés. timing, 30 secondes? Je sais que ça peut aller jusqu'à 50 secondes, voire plus. Ouais, ça peut 59, monter pardon. jusqu'à 1 minute, mais moi je recommande 30-40 secondes. Après, en général, le pourcentage de reach il baisse drastiquement. C'est dur de tenir les Mhm, gens en haleine sur 1 minute, 2 minutes. Donc moi je conseille des formats de 30 secondes. C'est mhm. assez bien pour traiter un sujet, le vulgariser, le démocratiser. C'est pas trop pour pas rentrer dans les détails. Donc si d'ailleurs vous avez envie d'amener les gens qui sont curieux à en savoir plus, bah, vous pouvez créer une newsletter, vous pouvez créer un site internet, vous pouvez créer des channels Telegram, enfin ce que vous voulez pour récupérer les gens. Vous pouvez même les inviter à venir sur LinkedIn pour ceux qui s'intéressent plus en détail à ce que vous faites. Et là, en gros, après, c'est une création de contenu, donc une vidéo par jour. Il faut se trouver une ligne éditoriale, hein, toujours pareil. Donc, si on reprend l'exemple de la pêche, eh ben, tu fais des vidéos. Quel hameçon pour quel poisson, quelle canne à pêche pour une rivière avec fort courant ou pas fort courant, quelle canne à pêche si je veux pêcher en mer. Enfin voilà, tu fais plein de trucs comme ça, des formats 30 secondes qui donnent de la valeur. Et naturellement, les algorithmes sont tellement bien faits qu'ils vont propager ta vidéo sur des gens qui aiment ça et qui peuvent s'abonner à ta chaîne, quoi. Donc voilà, il faut rien lâcher. Évidemment, ça prend pas du jour au lendemain, donc il faut s'éclater, persévérer et être régulier. Et tous les gens que j'ai pu accompagner ces 2 dernières années qui ont suivi ce modèle-là, tous sans exception, ils ont plus ou moins percé. Donc les moins bons, on va dire, c'est même pas les moins bons, mais c'est ceux qui ont le moins réussi, ont genre 40-50 000 abonnés. Et il y en a qui ont déjà des millions d'abonnés, quoi. Donc ça va très vite. Yes. Toi, tu scriptes toutes tes vidéos. Il n'y a pas d'improvisation, pas d'impro. Tout est scripté à chaque Euh, fois. Pas toutes. J'en scripte beaucoup, mais il y en a, je scripte pas. Quand je fais des astuces sur un site web, je sais le site web du jour que je vais présenter. Je sais à peu près comment je vais le faire, comme c'est des trucs assez légers. J'ai envie de garder aussi de la spontanéité. Donc je Mhm. scripte pas. Je descends bah là, pour l'instant, c'est dans la cuisine de nos locaux où je filme, tu vois. Donc c'est même pas sexy. Y a même pas, les gens vont se dire, il a un studio. Non, j'ai rien du tout. Je filme dans une cuisine. Je prends ma caméra, je sais ma phrase d'accroche à peu près. C'est à peu près toujours les mêmes formats. J'ai un peu trouvé le modèle. Donc moi, par exemple, je vais dire, je te montre un site web pour Yes. payer moins cher tes achats sur Internet, pour Pas gagner de du temps. prompteur. Tac, Non, phrase d'accroche et puis tac, voilà. tac, tu talonnes jusqu'à 30 secondes en J'y fonction vais et du après, titre. c'est en gros, rends-toi sur site Internet, tu cliques ici, ici tu vas pouvoir récupérer ça, ça, ça. C'est totalement gratuit. Allez, à plus, c'est cadeau. Et je sous-titre et j'envoie sur les réseaux. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que Yes. ça. Pour le montage, tu rappelles un peu ton truc que tu utilises. Ouais, j'utilise une C'est appli gratuit? qui est gratuite, toujours. Ça s'appelle CapCut. Donc Yes. CAPCUT, gratuite sur les stores, que ce soit en Android ou iOS. Et puis vous pouvez faire tout dessus, c'est énorme. Et je vous dis, jusqu'à présent, j'ai toujours pas monté en qualité de contenu, donc je fais tout là-dessus. Et c'est dans les prochains mois où je vais monter en qualité de contenu, mais vous n'avez pas besoin. Il y a des créateurs qui ont 10 millions d'abonnés et ils ont toujours leur téléphone, hein. Il n'y a pas besoin de monter en termes de qualité de contenu. Moi, c'est un choix très personnel et parce que je suis dans une niche entrepreneuriale, finance, etc., et que j'ai envie de monter en qualité de contenu, parce que c'est vraiment un choix Mhm. personnel et j'ai envie de m'éclater sur ça aussi. Mais en vrai, fondamentalement, j'en ai pas spécialement le besoin. Je pourrais très bien rester avec mon téléphone et faire des vidéos comme ça. Et ça suffit, ça marche très bien aujourd'hui comme ça, quoi. Mais voilà, moi après c'est un choix personnel, mais pour rassurer les gens qui voudraient se lancer, moi ça fait 2 ans que je fais ça et je fais toujours ça aujourd'hui, donc vous pouvez commencer en écrivant des posts LinkedIn et en faisant une vidéo par jour sur une thématique qui vous plaît, et puis amusez-vous, et puis vous verrez bien où ça peut vous mener, mais ça peut être énorme. Yes. Au niveau de Kudak, il y a des formations que les gens peuvent suivre aussi ou c'est juste du consulting, de la prestation de service? Ouais, bah nous on a un Pour pack, les entreprises, bien sûr. ouais, pour les entreprises, on a un pack d'accompagnement, coaching, formation, donc à 5 heures par mois, donc les gens peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de leurs besoins. On est en Mhm. train de repréparer des formations e-learning pour ceux qui voudraient avoir des formations e-learning. Moi, j'en avais déjà une. On est en train de voir avec Mathieu pour en refaire une, etc. Et puis l'idée, ça sera après de la remettre, pareil, Calliope, donc CPF, et que ça soit remboursable par les OPCO pour les entreprises. Donc ça va arriver. Mais là, on a déjà des packs, hein, d'accompagnement, coaching, formation. Donc si les gens sont intéressés pour monter en compétences, se former et qu'on les accompagne, on a aussi des packs d'accompagnement chez Kudak. Yes. On va mettre tous les liens en description. Tu vas me les passer en off. Euh, Toi, c'est pas pour savoir ce que tu fais de ton argent, mais tu investis aussi en start-up ou tu mets des petits tickets comme ça dans des Ouais, boîtes auxquelles tu crois. ouais, totalement. Bah, moi, j'ai investi. Alors, moi, c'est justement aussi un des piliers de mon contenu, hein, c'est tout ce qui est investissement. J'ai investi énormément en crypto, beaucoup en bourse, un peu en start-up et en IMO. J'essaie de traiter ces 4 piliers-là.
Donc en IMO, pour te dire, j'avais acheté un appart il y a 4 ans maintenant, que là je viens de revendre. Euh, pour plusieurs raisons, mais parce que je pense qu'il y a une petite crise financière qui pointe le bout de son nez et qui devrait peut-être nous tomber dessus en 2023. Donc j'ai préféré vendre tant que le marché de l'immobilier était à son max. Tu vas me dire de l'autre côté, je rachète un bien en ce moment même, donc c'est pas forcément le Ouais. plus intelligent, mais le Mais truc c'est c'est que ça fait stratégique parce que le bien, forcément, il te sert à toi et mais en même temps, il se valorise. exactement. Donc, c'est plus intéressant Exactement, c'est que une autre justement de réflexion. faire le. Ouais, totalement, c'est une autre réflexion. En gros, j'avais acheté un appart, là je l'ai revendu, je vais racheter un appart, mais cette fois-ci qui sera ma résidence principale et j'essaierai de même d'en acheter un autre pour faire du locatif en 2023. Et donc là, j'achète des plateaux, donc c'est un budget de 500 000 euros sur Montpellier que je finance. Mhm. Donc ça, c'est pour la partie immobilier. Donc après, ouais, je t'ai dit que j'investis beaucoup en crypto. Donc sous différentes façons, soit des fois j'achète des gros tickets sur des projets, soit je vais faire du DCA. Donc en gros, du DCA, c'est de l'investissement programmé tous les mois, peu importe la fluctuation des cours, j'envoie la même somme d'argent et je le fais sur le Bitcoin et l'Ether. Et après, j'achète comme ça à la volée Juste aussi. ces deux-là, quoi, des valeurs Ouais, le sûres. DCA, je fais sur le Bitcoin et l'Ether. Et après, à la volée, quand les cours baissent, donc là, je l'ai fait en fait la semaine dernière parce qu'il y avait une petite rechute et j'ai essayé de prendre un point bas. J'ai investi sur d'autres cryptos comme ça et sur des projets. En bourse, pareil, j'investis. Donc je fais pareil, je fais du DCA sur des ETF. Donc c'est des fonds qui regroupent plusieurs actions. Donc plutôt que de me taper les 40 actions du CAC 40 à acheter à la main, bah, j'investis dans un fonds qui vient répliquer l'indice. Donc ça, je le fais de manière programmée. Je fais pareil sur le S&P 500, etc. Et j'achète aussi des actions moi-même à la volée quand j'ai Là, c'est envie ou plus quand j'estime pour qu'il y a besoin. t'amuser, quoi. Ouais, ouais. Là, c'est plus pour. Ouais, exactement. Et après, j'ai investi en startup. Alors, je suis pas non plus pour l'instant un énorme investisseur en startup. J'ai investi dans 3 projets, Ledger à travers Caption Market, Brix Hmm. et Ubimap, qui est une startup nantaise dans le growth hacking. Donc voilà, j'ai mis des tickets. Les tickets que je mets, c'est entre 5 à 15 000 euros pour te donner une idée. Mhm. Donc, Et c'est pas c'est des, c'est pas super des gros tickets. intéressant. Et un peu la partie Web3, justement, c'est quelque chose que tu partages beaucoup dans ta newsletter. On va mettre en description pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, il n'y a aucun conseil financier. C'est juste, tu parles de ce que tu fais et puis les gens peuvent s'en inspirer pour prendre leurs propres décisions. Donc, Exactement. on ne le dira jamais assez. Do your own research. Donc, Exactement. Exactement. euh, Ouais, ça, c'est vraiment un maître mot ce que tu as dit. J'ai pas envie de tomber là-dedans déjà parce que j'ai rien à y gagner à faire du conseil financier. Moi, si demain je disais aux gens achetez du bitcoin, etc., ça me servirait strictement à rien puisque j'y gagne absolument rien. Donc, je fais pas de conseil financier. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment prendre des concepts et les vulgariser, les démocratiser pour, entre guillemets, arriver à synthétiser de l'info pour des gens qui n'auraient pas le temps de se bouffer des bouquins ou des vidéos d'explicatifs d'une heure sur qu'est-ce que la blockchain. Ben voilà, j'essaie de faire des petites vidéos de 30 secondes, des articles dans la newsletter qui prennent 1 minute à lire, où en gros on vient synthétiser. Et c'est vraiment ça que j'adore et que je fais. Il n'y a pas du tout de conseils en investissement. Et des fois, quand on présente un projet, évidemment, la frontière, elle est très mince, parce qu'entre présentation et quand tu as une communauté, ça peut s'apparenter à du allez-y. C'est pour ça que ça reste toujours de la présentation très succincte. Et après, les gens, en mhm. gros, on les invite à aller se renseigner. Ouais. Et même dans les projets qu'on présente, en général, c'est des projets du top 50 en crypto, donc on n'est pas payé déjà pour le faire. Et quand moi, je suis payé par des sociétés sur mes réseaux perso pour les mettre en avant, en général, je peux te donner des noms de boîtes, hein, mais on parle de Trade Republic, donc côté 6 milliards, valorisé 6 milliards. On parle de Freedom Finance qui est en bourse valorisé 5 milliards. On parle de Odoo qui est une multiplicorne belge valorisée 3 milliards. On parle d'Amazon. On parle de, tu vois, par exemple, Bitstack qui a EY Ah, Combinator. tu t'as fait de la promo pour Odoo. J'adore cette Ouais, boîte. J'aimerais trop trop recevoir bien. le CEO. On n'entend pas, il passe en coulisses, pourtant c'est une grosse, grosse licorne. Ils font, C'est des monstres. c'est l'équivalent de tous les outils Microsoft, mais complètement avec leur propre tech. Et Ouais. on parle pas assez d'eux. Ils sont très, très, très forts. Ouais, ils sont très très forts. Et ben, tu vois, je te ferai une mise en relation avec le CEO si tu veux l'avoir dans ton podcast. Je te mettrai en relation en tout cas, mais Yes. très très cool. Mais tu vois, je fais attention à qui je travaille et j'essaie vraiment de travailler qu'avec des grosses boîtes pour que même si demain les gens ils y aillent, il n'y ait aucun risque de d'arnaque, il n'y ait aucun risque euh, de fonds perdus, etc. Le seul Mhm. risque qu'il y a, évidemment, quand c'est de l'investissement, et ben ça, on met toujours les disclaimers, c'est que Ouais, c'est clair. l'investissement comporte des risques, donc tout le monde peut perdre son argent, et moi le premier, mais que ça soit pas, entre guillemets, des boîtes de merde, concrètement, qu'on le dise.
Et je fais très gaffe à ça et j'essaie de travailler qu'avec des grosses boîtes, toujours régulées, réglementées, etc., quoi. Donc voilà, jamais de conseil en investissement de mon côté. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, j'en ai pas spécialement besoin, quoi. Parfait. Avant qu'on aille sur les questions de fin, j'aimerais qu'on rembobine encore sur quelque chose que tu as dit au début et qu'on n'a pas traité sur les bienfaits justement des alternances. C'est quelque chose que toi tu préconises pour des personnes qui rentrent dans l'univers de l'université, d'aller directement se confronter au marché, en tout cas de l'emploi, en faisant ses études en même temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ouais, Peut-être en parlant de ton expérience à toi, comment est-ce que tu as vécu ça? ouais, bien sûr. Bah, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça m'a un peu révélé à moi-même, c'est-à-dire que c'est très particulier, mais quand tu as, moi je te dis, depuis tout petit, je savais que je voulais entreprendre, etc., etc. J'ai baigné là-dedans, donc à côté, tu te dis, j'ai une vraie avance sur les autres parce que pas tout le monde a la chance de naître dans une famille entrepreneur et d'avoir ce mindset et tout, mais d'un autre côté, tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois? C'est un peu comme quand tu arrives sur un terrain de foot, tu étais le meilleur de ton équipe au quartier et d'un coup, tu passes dans une équipe au-dessus, tu sais que tu es bon, mais est-ce que ton niveau, tu vois, tu sais pas trop évaluer. Bah là, je me disais, bon, tout le monde me dit que je vais être bon, patati patata, etc. Mais moi, en attendant, je me disais, est-ce que je vais vraiment être bon? Tu vois, des fois, tu peux tomber de haut. Et, euh, Mhm. et là, en fait, cette expérience, bah, elle m'a fait découvrir le monde, le monde professionnel avec des vraies responsabilités, parce que c'est totalement différent des stages de 3 mois, 6 mois, où en vrai, tu es là, mais tu pas là. Là, une alternance, tu es là sur 2 ans, voire 3 ans. Tu as des vraies missions, des vraies responsabilités. Et tu travailles vraiment, tu as bas du boulot, tu vois ce que tu fais, c'est gratifiant. Tu peux monter en compétences, tu peux évoluer dans ton poste. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en gros, moi, ça a été une révélation. J'ai pris confiance en moi. Je suis passé en fait du stade d'ado à, j'ai envie de dire, homme, jeune adulte, beaucoup plus sûr Mhm. de lui, en développant des vraies compétences. Comme mine de rien, à l'école, tu as beau faire 5 ans d'études, on va pas se mentir, tu apprends plus du savoir-être et de la culture G que réellement apprendre un boulot, hein. Moi, si j'avais pas fait l'alternance, je sortais à bac+5, je ne savais rien faire. Donc super important aussi pour pouvoir déjà commencer à se dire, je sais faire quelque chose. Ça, c'est toujours intéressant et c'est gratifiant. Mais c'est plus intérieurement, moi, ça a été un révélateur et sans l'alternance, jamais je me serais lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'aurais pas eu cette confiance en moi, j'aurais pas eu cette maturité, j'aurais pas eu cette approche du marché, j'aurais pas vu les mécanismes aussi d'une boîte, mine de rien, parce que c'est intéressant de voir comment fonctionne une boîte, comprendre comment tu scales une boîte, comprendre aussi les problématiques que tu as quand tu scales, les problématiques de recrutement, comment tu recrutes, les process, etc. Évidemment, là, depuis 2 ans, je continue à chaque fois d'apprendre. Mais on va dire que je me suis lancé, j'avais déjà une bonne base et j'avais pris confiance en moi. J'avais déjà je connaissais les logiciels à utiliser, je les ai utilisés pendant 2 ans pour gagner du temps, pour faire ma prospection commerciale, pour rédiger des scripts commerciaux, pour faire des mails. Enfin, voilà, en fait, c'est génial. Tu apprends un peu la vie, c'est l'école de la vie, c'est l'école de l'emploi. Tu gagnes aussi de l'argent, on va pas se mentir. Donc, tu as tes études qui sont payées par la boîte et tu peux t'assumer financièrement. Donc, ça, c'est top. Tu vois, moi, un truc qui est cool, c'est depuis que je suis parti en Australie, j'avais 19 ans, j'ai plus jamais demandé d'argent à mes parents. Donc ça, c'était assez cool parce que j'ai fait 1 an en Australie et quand je suis revenu, j'ai enchaîné avec l'alternance. Donc, bah, t'es autosuffisant, donc ça, c'est sympa. Donc en fait, pour moi, c'est génial et ça devrait juste être obligatoire. Et je ne conçois pas aujourd'hui que tu arrives à bac+5 dans plein de filières et que tu n'es pas d'alternance. Tu vois, moi, ma copine, elle est architecte. Elle a fini ses études. Elle avait fait, je crois, 6 mois de stage au cumulé sur tout son cursus. T'arrives, tu sais rien faire. C'est catastrophique. Elle arrive dans un cabinet. Bah, franchement, pendant 6 mois, bah, elle sait rien faire. Elle est obligée d'apprendre. Et je trouve ça dramatique. Donc, ouais, pour moi, alternance à fond, je peux que recommander, que ce soit d'ailleurs aux entreprises de prendre des alternants et aux alternants d'aller, enfin, et aux étudiants d'aller dans le cursus alternance parce que c'est génial. Et moi, franchement, j'ai eu une expérience de dingue, de dingue. Nice. Et là, on va aller sur les questions de fin. Dis-moi, quelles sont les parties les plus difficiles de ton job, de tes jobs, de ta vie, je sais pas. Ben, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, moi, je m'éclate parce que je suis libre, je suis indépendant. Et tu vois, là, par exemple, cet été, à un moment donné, j'adore le sport, parce que je te le disais tout à l'heure, il y avait le Tour de France, il y a des étapes de montagne. Bon, bah, dans une semaine, j'ai posé. Je suis juste parti du bureau, je suis allé chez moi et j'ai regardé le Tour Tu de as France. posé tes vacances. Et tu vois, ça, c'est une richesse.
Je peux partir quand je veux. Enfin, je fais ce que je veux. Concrètement, je fais ce que je veux. Je travaille pour moi. J'ai pas de pression. Je suis maître de mon destin. Ce que je fais bien, je récupère les fruits de mon travail. C'est top. Ce que je fais mal, je le paye cash. Par contre, à côté, c'est une prison dorée. On va pas se mentir. C'est-à-dire que ceux qui disent, et j'en vois trop sur LinkedIn, qui font miroiter que tout est beau, tout est rose, c'est faux. Il y en a qui veulent te faire croire la semaine de 4 heures. C'est faux, ça n'existe pas. La semaine de 4 heures, elle existe quand ça fait 15 ans t'as cravaché comme un malade et que tu as des business qui tournent pour toi et tu peux te permettre de travailler 4 heures par semaine juste pour les maintenir parce que ça va rentrer. Mais personne ne peut travailler 4 heures du jour au lendemain. Moi, j'ai énormément travaillé pendant 2 ans, presque à mettre mon couple en péril parce que je travaillais 6 jours sur 7. J'arrivais au bureau à 7 heures et je repartais à 20 heures. En gros, c'est t'arrives, le soir, tu manges, tu dors. Si tu fais ça, j'ai mis le sport de côté, donc niveau santé, j'ai pas mal de petits pépins, je me suis éclaté les yeux parce que là, tu vois, je travaille dans un environnement assez sombre parce que je travaille avec des néons parce que mon bureau, il n'y a pas de fenêtre, là, il est tout noir. Donc, je travaille avec des néons, donc ça fait 2 ans, je me défonce les yeux, donc j'ai énormément perdu en vue. Et ça, c'est des choses que ta boîte demain être milliardaire, c'est des choses que tu rattrapes pas, la santé. J'ai pris des kilos parce que j'ai arrêté le sport, donc pendant 2 ans, bah voilà, donc j'ai développé d'autres petits problèmes de santé à côté. Du stress, la perte de cheveux, tu vois, ça paraît con, mais il y a 2 ans Celle-là, je j'avais l'attendais pas. j'avais tous mes cheveux. Et bon, après, c'est aussi héréditaire, tu vois. Mon père est chauve, donc dans tous les cas, j'aurais fini chauve. Mais ça s'est accéléré parce que tout le temps du stress. Avant, j'avais un sommeil de dingue. Mes seuls problèmes de vie, c'était me dire est-ce que j'allais courir mon 10 km le mercredi en dessous de 4 minutes 30 au kilomètre, ou est-ce que j'allais pousser un peu plus à la salle, ou est-ce que. Enfin, tu vois, j'avais pas de problème de vie. Et là, maintenant, bah, tu te stresses parce que tu as des problèmes financiers. Tu sais jamais de quoi le lendemain est fait. Donc c'est stressant, c'est stressant. Donc sommeil dégradé, je dors plus comme avant. La dernière fois que j'ai fait une nuit complète d'un trait, je sais même pas quand c'est. Je me réveille tout le temps. T'as le cerveau qui cogite, puis t'as des problèmes. Là, tu vois, j'ai des problèmes sur mes achats avec un vendeur qui est peu scrupuleux, qui est un escroc, qui bah ça fait 10 mois je suis empêtré dans un truc, donc c'est des tracas, c'est de la pression, c'est de l'investissement. On parle de 500 000 euros. Voilà, je Ah ouais. m'endette sur 12 ans, je crois, ou 10 ans. Donc, tous les mois, ça va être plus de 3 000 et quelques euros à rembourser. Bon, bah, c'est des charges, il faut les sortir. Alors, oui, en face, ça a des rentrées d'argent, mais demain, et, tu vois, il y a une crise qui peut arriver, etc. Bah, tu as la pression. T'as pas le confort du salariat. Mais bon, à côté, c'est magique, hein, c'est les choix et pour rien au monde changerait. Mais quand on dit que c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas faux, tu vois. Et voilà, il n'y a pas de secret, il faut travailler. C'est que même là, je me permets de relâcher un peu, mais quand je te dis je relâche, c'est que je suis passé de 6 jours par semaine à 5. En gros, je travaille plus le week-end. Mais Et, dans tes salariés. je travaille de 8 heures, parce que maintenant, je fais 1 heure de sport le matin, donc j'arrive à 8 heures et jusqu'à toujours 20 heures. Donc, je fais quand même des emplois d'horaire de dingue. Et j'essaie d'être plus productif aussi sur mes heures de boulot, mais ouais, il faut travailler. Enfin, en tout cas, je connais personne dans tout mon entourage, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont travaillé 4 heures par semaine ou 3 heures par jour comme ça en dilettante et qui ont réussi à faire des vrais trucs. Ça n'existe pas. Yes. Donc c'est des sacrifices. Comment est-ce que toi tu progresses? En faisant du networking, en essayant de m'entourer toujours de gens qui sont meilleurs que moi. J'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos, j'essaie de lire de plus en plus de bouquins. Tu vois, le dernier en date là que je me suis régalé, c'est l'autobiographie de Phil Knight, le fondateur de Nike, Like, qui raconte yes. son parcours. Ce livre, il est génialissime. Euh, voilà, j'essaie de m'inspirer des meilleurs, de tester des choses aussi. J'essaie de tester beaucoup. Toi, c'est un petit peu ce que là je vais faire dans les prochains mois. Je vais tester du format long sur YouTube, je vais tester des podcasts et tout. J'en attends rien de particulier. Je le fais vraiment pour m'amuser. Je vais gagner en expérience. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, pas grave, je ferai autre chose. Mais j'aurai quand même pris en expérience, j'aurai monté en compétences. Et ça me servira pour le futur. Donc voilà, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. Et en fait, j'y vais, je réfléchis pas trop. Je réfléchis beaucoup, mais pas pour lancer des projets en fait. Quand j'ai envie de lancer un truc, j'y vais, je lance et on verra. J'aurai tout le temps de réfléchir après si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Je me pose pas trop de questions en amont, j'y vais et on verra. Et c'est plutôt une fois que ça marche, je me dis bon bah comment je peux optimiser, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Mais l'échec, si tu veux, me fait pas peur. Avant, il me faisait peur, mais là, l'échec me fait plus du tout peur et c'est même un leitmotiv. C'est finalement pour gagner, il faut échouer, donc quitte à échouer, échouons le plus vite possible et pour gagner le plus vite possible, quoi. Donc voilà un petit peu comment j'essaie de progresser, quoi. Yes.
Est-ce que tu peux nous partager ton plus grand regret? Enfin, ce qui est partageable, hein. Mon plus grand regret, ah franchement, j'en ai pas des masses, hein. Je suis assez content parce que j'ai une philosophie de vie un peu où j'essaie de pas en avoir, donc j'en ai pas beaucoup, beaucoup. J'aurais envie de te dire de m'être lancé plus tôt dans l'entrepreneuriat, mais en vrai, avec des sites, tu refais le monde et peut-être que j'aurais manqué de maturité, manqué de réseau, manqué de contact, manqué d'assurance en moi et j'aurais pas réussi. Non, pas spécialement de regret. Là, un regret, mais tu vois, c'est un regret bidon, hein, ça va faire rigoler les gens, mais la dernière fois, il y avait un crash des cryptos. J'ai le regret de pas avoir mieux senti le coup parce qu'en fait, je le savais, c'était mathématique. Pour ceux qui savaient un petit peu, c'était la chute de l'UST, le stablecoin. Mhm. Il était lié au Sous Luna. Luna, hein. Mhm. Exactement, c'était lié au Luna. Donc mathématiquement, pour sauver l'UST, il fallait qu'il crée du Luna. Tu savais que du coup, bah, plus tu crées, plus tu imprimes, entre guillemets, c'est un peu comme quand tu imprimes de la monnaie, plus tu la dévalues. Donc en gros, plus ils allaient créer de Luna, plus ils allaient dévaluer le Luna. Donc c'était sûr et certain que le cours du Luna allait se casser la gueule. Et tu vois, je le savais et j'ai rien fait. Et moi, je connais des gens qui ont fait des millions d'euros parce qu'en fait, ils ont shorté le cours, qu'ils ont Ouais, parié à la ils payent baisse. Mhm. Et ils ont fait des millions, hein, c'est peut-être mon regret. Mais tu vois, c'est un regret financier. Mais en vrai, j'ai une famille, tout le monde est en bonne santé, je suis en bonne santé. J'ai 25 ans, je gagne bien ma vie, j'ai des boîtes, je les ai revendues. Non, franchement, en vrai, pas spécialement de regrets. C'est vraiment des trucs un peu à la con, mais je me permettrai pas de dire que j'ai des regrets alors qu'il y a des gens qui ont des vies tellement plus compliquées, tu vois. Donc, non, pas de regrets. Je suis assez content et j'essaie de garder cet optimisme pour aller de l'avant. Yes. Et du coup, on peut parler de ta fierté, ta plus grande fierté, c'est quoi? Bah, c'est de mon petit chemin. Il y en a qui ont fait bien mieux que moi à mon âge et bien plus vite, mais j'essaie de pas trop me comparer aux autres, même si c'est toujours un moteur pour avancer. Mais mine de rien, je t'avoue que je m'étais toujours dit le million à 30 ans. Quand t'es jeune, tu vois, à 15-16 ans, je m'étais dit millionnaire à 30 ans, j'ai 15 ans et tout. Mais en fait, tu vois, les années passent et je me retrouvais à 23 ans, j'étais encore salarié et je me lance dans l'entrepreneuriat et je vois à quel point c'est dur et je me dis, en fait, le million, franchement, pour faire un million, c'est énorme. Et je me suis dit, ça se trouve, à la fin de ma vie, en fait, je l'aurais même pas, tu vois. Euh, et là, Est-ce que c'est vraiment une fin en soi? non, en plus, Parce voilà, que le c'est ce que. million, si tu regardes au fond, tu as plein de personnes avec plein de boîtes, plein je sais pas, d'avoirs qui valent plusieurs millions, voire un milliard des fois, mais ils n'ont pas un million dans leur compte, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Puis en plus, l'argent fait pas le bonheur. Mais tu vois, tu me demandais une fierté, j'aurais pu dire bah, la bonne santé, la famille, etc. Mais bon, je vais pas revenir sur ça. Évidemment que je suis super content, mais sur une fierté entrepreneuriale, puisque c'est un petit peu ce qui régit ma vie, l'entrepreneuriat, bah, c'est un petit peu le chemin que j'ai pu faire et d'avoir été bah, de plus en plus loin de mon objectif et finalement, 2 ans plus tard, d'avoir vraiment bah, eu un alignement de planète qui m'a été favorable, avoir bien travaillé, avoir réussi à faire des choses, qui fait que bah, là, je m'en suis drastiquement rapproché et que je le tiens en ligne de mire. Donc, je suis assez content de ce que j'ai pu faire là, en mon petit bonhomme de chemin en 2 ans. Et j'ai hâte de voir la suite et je vais travailler pour que ça soit mieux. Mais franchement, tous les jours, je touche du bois pour me dire bah, c'est ouf ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et je suis hyper, hyper content, hyper grateful, comme on dit en anglais. Là, je remercie tous les jours ce qui m'est arrivé parce qu'en vrai, je sais que je suis un chanceux et qu'il y a plein de gens qui font, qui testent, qui sont bons, intelligents, qui travaillent et à un moment donné, c'est pas pourquoi ça marche pas. Et moi, ça a marché, donc voilà, donc ça c'est un petit peu ma fierté, c'est de voir tout ce que j'ai pu abattre en 2 ans et de voir où j'en suis là. Il me reste beaucoup à faire, mais je suis très content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Yes. À part le bouquin de la bibliographie du créateur de Nike, t'aurais un autre bouquin à nous recommander? Ouais, bah moi, entre guillemets, ma bible perso, c'est Père riche, Père pauvre. C'est vraiment le bouquin qui m'a Robert Kiyosaki. exactement, j'adore Robert Kiyosaki. C'est vraiment le bouquin qui m'a changé de mindset sur justement la peur, la vision de l'échec et aussi sur l'investissement. Avant, j'avais très peur de l'échec parce que j'étais un peu élevé à l'américaine, genre en mode entrepreneurial de vision de mon père et dans le sport. L'échec, on déteste ça, mais à tel point que du coup, je détestais, mais j'en avais aussi peur. Donc du coup, bah, quand tu as peur de l'échec, c'est pas bon parce que des fois, tu préfères ne pas oser par peur d'échouer. Donc en fait, bah, tu restes sur ta zone de confort et c'est là où en fait, il se passe rien. Donc ce bouquin m'a pas mal aidé sur ça, à relativiser et à se dire en vrai, franchement, on s'en fout d'échouer. Parce que échouer, si tu n'abandonnes pas, c'est finalement pas un échec. Parce que tu peux échouer et rebondir et continuer jusqu'à temps que tu ailles chercher le succès.
Donc ce livre, il est génial et aussi sur la vision investissement. Avant, j'avais très peur de perdre de l'argent parce que j'ai été éduqué en vision Un bon père de entrepreneuriale, famille. mais 1 euro, c'est 1 euro, tu vois. Chez moi, mon père, il a fait que de l'investissement immobilier, donc il a un beau patrimoine immobilier, mais 1 euro, c'est 1 euro et tu peux pas te permettre de le perdre si tu peux, entre guillemets, le faire fructifier. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans mes prises de décision, je prends des risques bien, bien plus grands et je sais qu'il y a peut-être des dizaines de milliers d'euros que je ne reverrai jamais. Mais Mhm. il suffit d'un coup qu'ils réussissent pour que je fasse un fois 100 et qu'ils remboursent tous les autres. Tu vois. Donc je prends beaucoup plus de risques qu'avant et en vrai, j'en ai bien moins peur et ça m'a aussi permis de me détacher de l'argent où avant, ça régissait ma vie, j'ai apporté beaucoup d'importance à l'argent et maintenant, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais en vrai, du moment que je puisse payer mon loyer et mettre de la bouffe dans mon frigo, moi derrière, tu sais, je vis de rien et je suis avec mes potes, je regarde du sport à la télé, je travaille et je n'ai pas besoin d'1 million pour vivre. Tu vois. Donc en vrai, ça m'a pas mal, ce bouquin m'a énormément aidé. Et après, un autre que j'ai lu cet été que je trouvais génial, c'est Ne pas couper la poire en deux, ne jamais couper la poire en deux, de Ah, on m'a Chris déjà Voss. recommandé ce bouquin. Ouais, c'est un négociateur du FBI qui a géré toutes les plus grandes crises de terroristes au monde et tout. Et en gros, Mhm. il explique Il a une toutes les... formation même sur masterclass.com, si je ne me trompe pas. C'est possible, Ouais. c'est possible. Je t'avoue que j'ai pas vu sa formation, mais Chris le livre, Foch. il est génial. J'aime bien. Là, en ce moment, je lis les 40 lois du pouvoir. Après, des bons livres, il y a Influence et manipulation que j'ai lu. Bah, tu vois, souvent, ça tourne autour des livres Best-seller. business, développement personnel, ce que je lis. J'aime bien ça. Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération, pour notre génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Bah, moi, un peu, mon leitmotiv, c'est on n'a qu'une vie. Et je pense qu'en fait, par tous les moyens, il faut la kiffer. Donc, moi, ma voie, entre guillemets, par laquelle je la kiffe, c'est l'entrepreneuriat. C'est un petit peu mon pourquoi, la liberté, etc. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout ce qu'il leur faut. Et en fait, il faut juste faire une introspection, s'écouter, savoir ce qui nous plaît réellement et en fait aller vers ça quoi. Si demain vous êtes salarié mais que vous dites mais qu'est-ce que je fous là, moi j'aimerais élever des chèvres sur le plateau du Larzac et faire du fromage de chèvre et manger ça avec mon bon pain et le En vendre plus, aux petits. c'est un vrai business, c'est pas Mais non ouais, plus, ouais, ouais. c'est pas quelque chose de dévalorisant. Mais bien sûr, mais faites-le, faites-le. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un monde où les gens soient heureux. Tu vois, on a un petit passage sur Terre qui, à l'échelle de la planète, est minuscule, qui représente rien. Et je trouve ça tellement triste de voir qu'il y a plein de gens qui sont malheureux et qui traversent l'existence en réalisant pas leurs rêves ou en se donnant même pas la chance de pouvoir le faire. Euh, Bah, je trouve ça dommage et moi j'invite tout le monde à kiffer et à tenter et au final il n'y a rien à perdre. Le plus important c'est d'avoir la santé et entre guillemets de vivre donc tu peux toujours te refaire. Donc kiffer chaque instant et voilà, tu vois, j'essaie de tous les jours travailler sur vivre l'instant présent encore plus que ce que je le vis parce que souvent j'essaie de toujours me projeter. On dit que c'est trop cool, t'es de bonne humeur, t'es optimiste et tout, mais tu parles toujours dans 1 an, 2 ans, mais essaie de vivre ton instant présent. Donc tu vois, je travaille sur ça. Mais vraiment, le fond de la pensée, ça serait kiffer son quotidien, kiffer la vie. Alors oui, c'est sûr, à un moment donné, il y a cette notion d'argent qui revient, parce que sans argent, si t'as rien, bah, tu peux absolument rien faire. Mais des fois, il faut savoir prendre un risque, il faut savoir partir dans un autre pays, voyager, faire des rencontres, pousser les portes, avoir peur de rien, ce qui peut arriver de pire qu'un non. Au pire, c'est pas bien grave, tu as juste honte sur le moment, mais n'ayez pas peur de demander, rencontrer des gens, etc. Essayez de kiffer vos passions, commencez-les à côté de votre taf, puis vous verrez, peut-être ça vous amènera sur un truc un jour où vous pourrez vous mettre à 100% dedans. Mais juste le mettre au mot, c'est kiffer. Et puis je parle souvent d'entrepreneuriat parce que moi, c'est ce qui m'anime. Mais en vrai, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'argent, si c'est autre chose. Vous avez juste envie de tout plaquer pour aller faire du surf à Hawaï jusqu'à la fin de votre vie et vivre dans une tente. Bah, si vous avez envie de faire ça, faites-le. Du moment que vous êtes heureux, je pense que c'est le plus important. Et c'est vraiment le maître mot que j'aurais envie de passer. Mais je pense, tu vois, dans nos générations, ce qui est cool, c'est que je vois quand même de plus en plus de jeunes qui kiffent quand même plus leur quotidien, ou en tout cas, c'est ce qui font comprendre que dans les générations de nos parents ou arrière-grands-parents, qui étaient. Moi, quand je parlais avec mes grands-parents, tu as l'impression qu'ils sont quand même contents de leur existence, mais qu'il y a plein de trucs qu'ils auraient aimé faire différemment. Et je trouve que dans nos générations, on a quand même cette chance d'avoir accès à du contenu partout sur les réseaux et de se dire, OK, je peux faire plein de trucs, c'est pas interdit. Et en gros, bah, je trouve qu'on vit beaucoup plus notre vie sur nos termes et je trouve ça intéressant. Quoi. Yes. On te contacte où, Hugues? Bah, le plus simple, c'est sur LinkedIn, hein, Hugues Trijas. Je réponds globalement à tous les messages, donc c'est le plus simple pour me contacter. Mais sinon, par mail aussi. Mais ouais, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Ça sera beaucoup plus sympa. Yes. Écoute, Hugues, ce podcast s'appelle Débrouillard. Alors, c'est quoi pour toi un débrouillard? Pour moi, un débrouillard, c'est une très bonne question. C'est quelqu'un qui va savoir. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, mais c'est peut-être celui qui sait le mieux s'adapter.
Et moi, mon père m'a toujours dit ce dicton, celui qui restera à la fin, ça sera ceux qui arrivent à le mieux s'adapter. Et d'ailleurs, on a pu le voir à travers l'évolution de la planète sur les animaux. Bah, les dinosaures, c'était les plus forts, mais ils sont plus là, etc. Ceux qui sont restés, ceux qui ont su s'adapter. Et c'est pareil sur l'humain, il faut savoir s'adapter. Et je pense qu'un débrouillard, c'est quelqu'un qui arrive toujours à retomber sur ses pattes, peu importe le contexte, et qui perdure, qui serait là sur la longueur. Donc voilà ma définition. Je te remercie pour ce partage, Hugues. J'ai passé un excellent moment avec toi. Merci pour ta transparence aussi parce que tu as partagé plein de trucs un peu, parfois un peu perso, stratégique aussi, business. Merci pour tout. C'est une très belle rencontre pour moi en tout cas. Et puis, j'ai hâte de voir un petit peu la suite de ce que tu vas faire en termes de production de contenu sur tes différents canaux sociaux. Bah écoute, je te remercie, ça fait très très plaisir et j'ai passé un très bon moment, très belle rencontre également, plaisir partagé. Merci beaucoup à toi. Yes, à très vite. Ciao.